J'ai trouvé que le traitement de cette affaire était pathétique. C'est la première fois depuis longtemps, depuis Pétain je pense, qu'on a une condamnation à de l'incarcération d'un ancien chef d'État. Ça méritait un traitement qui soit un tout petit peu plus rigoureux, quoi. On voit beaucoup de Français qui cherchent non plus à partir ou à forcément choisir Maurice comme un pays. Non, ils fuient en fait. Je vous fais une annonce, c'est que si on passe l'IS en France à 15%, je ne reviens pas. La baguette est bonne, certes, mais elle me suffit en vacances. Moi, je pense que le plus gros problème de la France, c'est le suffrage universel. Les gens ont élu un président et que 3 mois plus tard, ils sont dans la rue, qu'ils sont pas contents. Crise politique, crise financière, crise sociale, crise sociétale. Bienvenue dans le grand bordel français. Désolé, passez-moi l'expression s'il vous plaît. Et bienvenue à maître Simon de Senin qui est maître Théo Le Feuic dans ce nouveau podcast, nos avocats préférés sur les affaires de business, de fiscalité et plus encore. Bienvenue. Merci Alexandre. Bonjour Alexandre et Fabien. Bonjour à tous les deux. Mais cher maître, Théo qui est un habitué du podcast, je crois que tu es la personne qui intervient le plus dans le podcast d'Arand Dubiz. C'est un honneur. Voilà, En tant qu'expert. Ouais. Et Simon qui à chaque fois nous fait l'honneur de venir nous voir à Maurice, a évidemment son rond de serviette. Merci pour votre accueil. Alors, c'est un grand plaisir aujourd'hui. L'actualité française est très chargée, trop chargée, comme une imposition française aussi. On va parler de beaucoup de sujets et on a nos spectateurs qui se posent beaucoup de questions parce qu'on a quand même une audience d'entrepreneurs et d'investisseurs. Et c'est vrai que l'actualité nous en a fait voir de toutes les couleurs ces derniers temps. Alors, on aimerait vous poser une série de questions qui sont revenues et puis aussi, pourquoi pas discuter sur tous ces sujets-là, parce que nous-mêmes, en tant que Français, même si on est expatrié depuis un petit moment maintenant à l'île Maurice, eh bien, on se préoccupe du sort de nos concitoyens et de notre beau pays. Et donc, on voudrait un petit peu voir quels sont les rayons de lumière dans l'obscurité fiscale du jour. Voilà. Première question, ISF, oui, je suis un peu poète, Zuckman, flat tax et imposition des holdings, tout un programme. Est-ce que la France est devenue le pays le plus créatif du monde en termes d'impôts? Qui se lance? Eh bien moi, oui, je pense qu'on est les plus créatifs en la matière. La dernière sortie, donc la taxe sur les holdings patrimoniales, en est le parfait exemple puisqu'on serait, j'emploie le conditionnel, on n'est encore sûr de rien, on est à un état de projet, mais on serait sur un dispositif hybride entre la taxe Zuckman et l'ISF, une énième taxe qu'on veut semblable à certaines qui seraient applicables dans d'autres États, mais qui en réalité est assez innovante. La France peut être considérée comme une terre d'innovation fiscale à ce sujet et on aura l'occasion d'en parler en détail sur les différents types de prélèvements, mais c'est vrai que ça s'ajoute aux nombreuses... Il faut dire que c'est pas encore voté évidemment, c'est juste des tests un petit peu dans la presse. Nous sommes le 16 octobre 2025 pour remettre le contexte et c'est aussi la date de l'assassinat de Marie-Antoinette. Donc c'est peut-être un moment difficile pour nous tous. J'en profite pour dire quelque chose de très important avant de rentrer dans le concret. Ceci n'est pas un conseil en investissement, puisque nous allons sans doute en parler. Et également, la parole de chacun n'engage que celui qui la prononce. Donc voilà, chacun a le droit d'avoir une libre opinion. Et ça n'engage que lui. Parfait. Voilà, parfait. Ceci étant dit, au fait, au départ, on travaillait sur un épisode sur la taxe Zuckman, mais il y a eu tellement de changements et tellement de gouvernements et de ministres qui ont défilé que ça allait trop vite. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap sur les différents projets qui ont été proposés en termes de taxes et voir est-ce qu'elles ont du sens, est-ce qu'elles sont applicables et qu'est-ce qu'elles signifient aujourd'hui en France? On a eu beaucoup de choses qui ont été dites ces dernières semaines. Chaque semaine, on change on ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Alors, c'est très juste de le souligner, Fabien. On est encore à l'état de projet, même aujourd'hui. C'est un projet de loi de finances, donc on ne sait pas vraiment quelles vont être les prochaines dispositions fiscales applicables. On a bien sûr entendu parler de la taxe Zuckman, oui. Alors qui, moi, à titre personnel, pour moi, elle n'a aucun sens. Ça, c'est mon avis. La taxe Zuckman qui visait à imposer, pour être assez synthétique, les ultra riches à 2% sur la valeur de leur patrimoine professionnel et personnel, tout confondu.
On a ensuite eu la taxe sur les holdings patrimoniales, donc c'est la mesure actuelle qui serait un hybride entre l'ISF et la taxe Zuckman. Donc on ressort des tiroirs l'ISF qui a été abrogé il y a quelques années, qui a été remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. L'ISF, pour rappel, qui visait le patrimoine non pas des ultra-riches, mais des gens riches, entre guillemets, qui avaient un patrimoine net de plus de 1,3 million d'euros. Et on visait le patrimoine non professionnel. C'est important de le souligner, c'était vraiment le patrimoine immobilier, les placements, etc., qui ne correspondaient pas à l'activité principale du contribuable. Et donc là, on sort cette taxe sur les holdings patrimoniales avec une assiette restreinte par rapport à l'ISF, puisqu'on ne parle que des holdings patrimoniales et non pas de tout le reste du patrimoine du contribuable. Mais il y a des choses, moi, qui m'interpellent et qui ne font pas sens. C'est que on a prévu un taux de 2%, donc qui est très élevé, sur la valeur les actifs de ces holdings, et un taux de 2% qui n'est pas plafonné. Alors que l'ISF, à l'époque, connaissait certaines mesures de plafonnement. Donc tout ça pour dire qu'on a voulu, je pense, donner un cadeau à certains bords politiques en amenant, oui, notamment en amenant une taxe Zuckman édulcorée, mais qui pour moi ne fait pas sens encore à l'heure actuelle. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai pas trop suivi la holding. C'est-à-dire qu'il y aura une taxe de 2% sur la holding, mais à partir de quel montant? De quel niveau dans la holding? Oui. Alors peut-être, je me permets de reprendre déjà le concept de la holding, peut-être, pour bien comprendre de quoi on parle. En fait, en France, on a un outil qu'on utilise très souvent, qui est la holding au-dessus d'un groupe de sociétés. Pourquoi on utilise la holding comme outil? Alors premièrement, c'est un outil de gestion patrimoniale, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10, 15, 20 sociétés, on en a une seule qui centralise la gestion patrimoniale. Et ça permet de mieux organiser la transmission aux héritiers, notamment la continuité du groupe, la continuité des sociétés, etc. Et puis il y a un autre aspect, et c'est cet aspect-là qui est entre guillemets sulfureux, c'est l'utilisation de la holding comme un outil d'optimisation fiscale. C'est en tout cas ce qu'on veut nous laisser entendre, les partisans de la taxe Zuckman et autres laissent entendre. Pourquoi? Parce que la holding... il y a deux mesures très concrètes dont on peut parler, deux dispositifs fiscaux très concrets. C'est que d'une part, elle récupère des dividendes de ses filiales taxés à 1,25% au lieu de 30% si ça tombait dans la poche du dirigeant. Et elle peut également céder des sociétés avec un impôt sur la plus-value à 3% au lieu de 30% également. Donc voilà ce qu'est une holding. C'est une société qu'on place au-dessus des autres sociétés. Effectivement, l'impôt payé par la holding est moins élevé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est avant tout, cette niche fiscale, si on peut l'appeler comme ça, c'est avant tout un outil qui permet de booster l'économie française. Et c'est pour ça que ça a été créé à la base. C'est que c'était un outil qui permettait de sous-tendre le développement économique de la France en permettant aux dirigeants de réinvestir dans l'économie. C'est pas pour que le dirigeant prenne l'argent dans sa poche et parte en vacances. Voilà. Et il faut pas oublier un détail, c'est qu'avant de mettre de l'argent dans une holding, il faut bien payer de l'impôt aussi. Aussi, l'impôt sur les sociétés notamment. Oui. Donc on n'y échappe pas. Et c'est un peu en fait le mensonge qu'on voudrait transmettre. Il y a un reportage sur TF1, je crois, il n'y a pas plus tard qu'il y a un jour ou deux, en expliquant, non, voilà, quand on est une holding, on paye que 5% d'impôts. Oui, c'est choquant. Et puis il y a quelque chose qu'on oublie complètement, c'est que l'argent qui est placé dans la trésorerie de la holding n'appartient pas à la personne physique qui en est éventuellement l'associé majoritaire. Il y a quand même un principe fondamental d'unicité du patrimoine qui fait que la personne morale, la société, la holding, dispose d'un patrimoine propre qui lui est affecté, qui obéit à des règles comptables et fiscales plutôt strictes, et donc le dirigeant ne s'en sert pas de cet argent pour ses plaisirs personnels. C'est de l'argent qui doit être, comme le disait très bien Théo, réinvesti dans l'économie. Et c'est à cette condition-là qu'on bénéficie de certains avantages fiscaux. C'est tout l'avantage de ce montage qui est dynamique et qui permet de faire circuler l'argent et de réinvestir le bénéfice de certaines filiales, par exemple dans des projets fonciers ou autres. Et quand on réinvestit dans un projet foncier, on paye les fameux droits de notaire entre guillemets. À chaque fois, il y a une imposition, il y a des droits d'enregistrement ou autres.
Donc effectivement, c'est totalement fallacieux de partir du principe que c'est une forme d'évasion fiscale et qu'il y a un taux d'imposition de seulement 5% qui bénéficierait aux dirigeants de la holding. Ça, c'est totalement faux. C'est un raccourci qui est volontairement trompeur. Et pour répondre finalement à la question, donc la fameuse taxe sur les holdings patrimoniales, en fait, ça concerne donc les sociétés qui ont leur siège social en France. En fait, il faut savoir que le concept de holding n'est pas défini en soi en France, juridiquement en tout cas. On voit ce que c'est une société placée au-dessus d'autres sociétés, mais le concept juridique lui-même n'est pas défini. Donc on parle de sociétés tout simplement qui ont leur siège social en France et qui auraient plus de 5 millions d'euros au bilan, c'est-à-dire des actifs, donc des biens qui valent plus de 5 millions d'euros. On n'est pas donc sur les ultra riches, on est sur des gens riches, on peut les qualifier comme tels, mais pas ultra riches. Et à partir du moment où une personne ou un même groupe familial détiendrait plus de 33% minimum donc du capital de cette holding, et où les revenus de cette holding seraient majoritairement liés à des revenus dits passifs, donc dividendes, revenus immobiliers par exemple, revenus de placement boursier, etc., on irait imposer à un taux de 2%, semble-t-il, je prends avec des pincettes, mais on irait prendre, parce que c'est encore un projet, mais on irait imposer à un taux de 2% annuel, et ce taux de 2% a pour assiette l'actif, et non pas les revenus. C'est ça, c'est tout. C'est le patrimoine en fait de la holding. Le patrimoine, effectivement. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Est-ce que tu peux, c'est sympa à comprendre, mais est-ce que tu peux nous redire vite fait quelle est la différence? Parce que quand on entend dire taxer à 2%, c'est rien 2%. Sauf quelle est la différence entre 2% des revenus et 2% du patrimoine? Je suis d'accord quand on dit taxer les ultra riches ou les riches à 2%, c'est pas grand chose. Je suis tout à fait d'accord. Mais 2% de quoi? On parle de 2% effectivement d'un patrimoine. On parle pas de 2% de revenus. Et Simon le disait, le patrimoine n'est pas dans la poche du dirigeant, entre guillemets. Il est dans une holding. C'est une personne physique, pardon, pas personne physique, personne morale, mais juridique, voilà, à part entière. Si le dirigeant venait prendre les fonds lui-même dans sa poche, il aurait à payer de l'imposition, comme tout le monde, dessus. Ou s'il ne le fait pas, ça s'appelle aussi un abus de biens sociaux et c'est réprimandé, c'est même du pénal. Oui, si on n'a pas assez de liquidité pour s'acquitter de cette taxe de 2% qui peut être énorme. Parce que c'est ça, il faut encore le payer, cet impôt. Si on n'a que de l'actif qui est immobilisé au niveau de la holding, comment est-ce qu'on le paye? Gabriel Zucman avait une idée brillante, au moins deux d'ailleurs. Il proposait soit d'emprunter, soit de créer de la dette pour payer quelque chose que t'as pas. De l'impôt. Ça, c'est vraiment une idée de gauche pour le coup. Ou alors, céder tes parts à l'État. Oui, bien sûr. Donc c'est bien, c'est soit détruire de la valeur pour payer de l'impôt. Oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est soit créer de la dette pour payer quelque chose que tu n'as pas, dont t'en étais sur un truc que t'as pas, ou alors le céder. Donc c'est soit le communisme, soit je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est rigolo parce que le mec, il est quand même économiste à la base. Il est avec Piketty. Tu dis en théorie, les mecs sont pas bêtes quand même, ils savent de quoi ils parlent. Mais quand même, la violence de pouvoir exprimer le fait de dire, va à la banque demander un prêt. Mais quel banquier va te dire, attends mon gars, tiens, c'est pour quel projet? Oui. C'est de te payer des impôts. Attends, je comprends pas là. Oui. Donc en fait, tu veux un emprunt qui est pas rentable, c'est ça? D'accord. Mais t'es teubé ou comment ça se passe? Oui, que tu finiras par plus rembourser du coup. Ce sont des gens qui sont intelligents, qui comprennent, mais qui ont un agenda politique. Ils ont des idées. Est-ce que tu es réellement intelligent quand déjà tu as des idées politiques comme ça? En fait, ce qui est choquant, c'est que si on en revient à la base de l'imposition, c'est censé être une contribution au fonctionnement de l'État qui est prélevée sur un revenu généré, sur une augmentation de richesse finalement. Là, on vient sanctionner la détention d'un patrimoine. On vient quelque part forcer les associés de la holding, qui peuvent d'ailleurs ne pas avoir le contrôle, si tu parlais de 33%, qui peuvent ne pas être décisionnaires d'ailleurs. On vient les sanctionner pour ne pas avoir distribué et donc ne pas avoir été frappé par la flat tax des dividendes et ne pas avoir perçu en leur nom propre, entre guillemets, la trésorerie dormante ou la richesse qui est constituée au niveau de la holding. Mais déjà, de quel droit est-ce qu'on force? Là, on est sur des considérations de droit privé. De quel droit est-ce qu'on va forcer des associés à, privilégier telle ou telle utilisation de leur propre argent et de leur propre actif? C'est totalement délirant. Il y a une forme de considération morale qui vient s'immiscer dans des opérations purement corporate de droit privé.
Ça, c'est la première chose qui est absolument choquante. Et la deuxième, effectivement, c'est la question de la liquidité de l'impôt. C'est comment est-ce qu'on s'acquitte d'un impôt qui est indexé, qui est basé sur du patrimoine et non pas sur du revenu. Patrimoine qui a été constitué, soit dit en passant, par une prise de risque aussi. Oui, et puis à chaque étape, elle a été taxée. On voit la holding qui à chaque étape a été taxée, et on voit une holding qui se porte bien. On jette l'opprobre sur ces ultra riches qui ont un patrimoine de 5 millions qui est probablement constitué de plus-value latente, enfin qui n'est pas véritablement capté au niveau du particulier. Mais ce patrimoine, il y a eu un prix quand même à payer, c'est la prise de risque. Pour X holdings qui ont constitué un certain patrimoine, combien d'entrepreneurs ont pu je sais pas, connaître des résultats beaucoup moins glorieux. Donc c'est une considération morale, encore une fois, qui me semble totalement critiquable. Et tout ça, vous savez, c'est pour récupérer combien d'argent ? Si je ne me trompe pas, il me semble que théoriquement, c'est pour récupérer 1 milliard. 1 milliard. Ce qui est une goutte d'eau comparé en tout cas aux besoins. Ouais. Mais les dégâts que ça peut faire derrière. Au niveau d'une loi de finances. Mais les dégâts. Les gens qui vont partir. C'est ça le problème. Ouais. C'est attention, entendons-nous bien. Je défends pas les riches et les ultra riches. Je suis pour la justice sociale, fiscale, etc. Elle est parfaitement entendable. C'est pas ça que je cherche à faire ou que nous cherchons à faire. Sûr. C'est les dégâts que ça va causer, parce que les dégâts sur l'économie vont être réels. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on va priver, on va empêcher le réinvestissement en France. Mais on va pas l'empêcher ailleurs et on va pas non plus empêcher, et ça je peux le certifier, les gens de partir, parce qu'on est en 2025 et les gens sont mobiles. On n'est plus dans les années 80, 90, c'était beaucoup plus compliqué. Donc il y a un an jour pour jour, on parlait d'une autre innovation fiscale délirante qui, Dieu merci, n'a pas passé le stade de la de l'entrée en vigueur. C'était la fameuse taxation au passeport, qui était une idée qui avait émergé dans une commission et qui était promue par LFI à l'époque. Là encore, il faudrait, pour que ce projet de loi de finances soit adopté et que cette taxe sur les holdings entre en vigueur, qu'elle passe le crible du Conseil constitutionnel. Le fait que cette taxe ne soit absolument pas plafonnée, au regard des précédents de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, pourrait poser un problème notamment d'égalité face à l'impôt. Donc déjà, sur le plan de la constitutionnalité, c'est pas du tout certain que ça passe. Deuxièmement, d'intelligibilité de la loi fiscale, parce que là, on le résume en l'état du projet de loi de finances, et on a essayé, j'espère qu'on se trompe pas trop, de résumer et de synthétiser les dispositions, ce nouveau mécanisme qu'on semble vouloir adopter. Mais il y a vraiment, à chaque étape, à chaque aspect de ce projet de loi pose des problèmes, notamment par rapport aux grands principes constitutionnels. Oui, mais bon, quand tu vois le Conseil constitutionnel, c'est des gauchistes. Non, mais c'est vrai, ils vont trouver des moyens pour que ça devienne constitutionnel. Alors, c'est tout, hein. Je sais pas si je dirais que ce sont des gauchistes. En tout cas, moi, je suis le premier, et je le dis d'autant plus ouvertement que j'ai critiqué par le passé la composition du Conseil constitutionnel, aujourd'hui qui est présidé, me semble-t-il, par Monsieur Ferrand, qui a été nommé à ce poste par Emmanuel Macron. À moins que ce soit encore Laurent Fabius. Ferrand, il a pas un autre truc, lui, parce que lui aussi, il a fait des trucs un peu coquins aussi par le passé. Il faudrait vérifier. Il me semble que c'est Ferrand maintenant. Ouais. Et effectivement, il y a un vrai problème quand notamment, pendant la période Covid, pour ne citer qu'elle, quand on étudie vraiment de près les décisions qui sont rendues par le Conseil constitutionnel, on est frappé par la pauvreté, il faut bien le dire, de la qualité juridique de ces décisions, le peu d'égards que le Conseil constitutionnel a parfois pour ses propres jurisprudences, le fait qu'elles soient extrêmement courtes, ces décisions, quand on les compare avec toutes choses égales par ailleurs, avec certains organes judiciaires, par exemple aux États-Unis, la Cour suprême, mais même dans des pays limitrophes comme la Belgique ou autres, on se rend vraiment compte de la faiblesse et du caractère lapidaire des décisions du Conseil constitutionnel. Ceci étant dit, en matière fiscale quand même, le Conseil constitutionnel a tendance à rendre des décisions qui sont plutôt rationnelles et équilibrées. Nonobstant sa composition que moi je critique, je pense qu'elle est trop politique et pas assez. Je pense qu'on devrait sélectionner en réalité les meilleurs magistrats, les meilleurs professeurs d'université, et que ça ne devrait pas être un processus de nomination politique comme c'est le cas aujourd'hui. Néanmoins, en matière fiscale, quand même, il y a une certaine forme de cohérence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et sur cette difficulté qu'on rencontre avec le non-plafonnement de la taxe sur les holdings,
selon moi, ça ne passerait pas le crible, le tamis de l'analyse de constitutionnalité. Tu penses que donc là ils sont pas déjà en train de se mettre d'accord entre eux? Parce qu'évidemment qu'avant de mettre ça en place, Laurent, si on fait ça, t'es ok ou t'es pas ok? Donc c'est quoi? Donc c'est un cirque politique. J'ose espérer que ça marche pas comme ça. On sait tous que ça marche comme ça. Et ça serait donc un cirque politique où on fait croire aux gens qu'on met un truc en place pour qu'au final on le dirige. Un peu comme il y avait eu avec la loi anti-immigration. Peut-être au niveau de certains acteurs, mais là je crois que, alors je suis pas un grand spécialiste du débat parlementaire, mais ni du droit constitutionnel, mais il me semble qu'on va avoir un vrai débat parlementaire sur le budget cette année. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est ça, pour la première fois depuis un moment, si j'ai cru comprendre. Enfin, il y aurait un véritable débat et vote parlementaire. Pas de 49.3 et... Dans ce sens-là, oui. Mais en fait, c'est vrai que cette taxe... elle ne peut être comprise véritablement, si tant est qu'on puisse la comprendre, qu'en la replaçant dans son contexte politique de crise, non seulement budgétaire, mais surtout gouvernementale, puisqu'on voit qu'on a du mal à constituer des gouvernements qui tiennent plus de 48 heures. Et ce que disait Théo tout à l'heure est tout à fait juste. Je pense que c'est une sorte de gage, en réalité, qui est fait à la gauche et à l'extrême gauche pour essayer vaille que vaille de constituer un gouvernement. Ouais. C'est dans ces circonstances-là, dans ce contexte-là, qu'on peut comprendre cette taxe. Et c'est peut-être à cette condition, effectivement, c'est plutôt en ce sens, moi je pense qu'il y a des tractations politiques, c'est entre les différents partis qui composent l'Assemblée nationale, on donne des gages, on impose certaines conditions pour que le gouvernement ne soit pas censuré, pour que la loi de finances puisse être votée, pas entre le Conseil constitutionnel lui-même et les députés ou le gouvernement, ça non. Officiel, oui. Évidemment, en officiel. Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de lois qui sont censurées. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Ce n'est que supputation. Ça me ramène à une autre question pour vous, messieurs. C'est que taxer les riches, est-ce que c'est vraiment de la justice sociale? Est-ce que ça rend service au pays? Ou au contraire, c'est plutôt un sabotage économique? Je ne pense pas qu'il y ait, d'aller jusqu'à un... Alors, taxer les riches, c'est nécessaire. Je suis pour Pourquoi? Parce que je suis pour le concept même de justice fiscale, c'est-à-dire chacun paye. Oui, mais on paye déjà la pression fiscale est de quasiment 50% voilà. En France. Ce qu'il ne faut pas, c'est trop taxer ou surtaxer les riches, parce que justement, ça devient du sabotage économique. C'est là où on passe du mauvais côté. Je pense que là, on est clairement en train de le faire, de passer du mauvais côté. On va sur de la surtaxe, puisqu'on parle même potentiellement de double imposition, avec cette taxe sur les holdings notamment. Imposition à l'impôt sur les sociétés, puis imposition sur le patrimoine derrière, la taxe de 2% n'étant pas déductible de l'impôt sur les sociétés. Donc il y a vraiment de la surtaxe. Et là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce que c'est du sabotage au niveau de l'économie. On sabote l'un des outils les plus formidables pour booster l'économie française, qui est la holding, et on pousse gentiment les gens vers l'extérieur. Exactement, parce que là, on parle quand même des contribuables qui sont les plus mobiles. On parlait il y a un an, presque jour pour jour, à l'occasion de notre premier podcast, du paradoxe qui consiste à gérer un pays et à adopter des lois fiscales comme si celui-ci était dans une bulle, tout en promouvant, en ouvrant les frontières aux quatre vents par ailleurs. C'est complètement paradoxal. D'autant que les pays, même limitrophes de la France, comme l'Italie par exemple, mettent en place un certain nombre de dispositifs extrêmement attractifs, qui visent clairement à récupérer ces fameux ultra riches. Je sais pas, j'aime pas beaucoup ces expressions ultra riches. Pour moi, il y a des citoyens français, il y a des contribuables. Et à partir de quel moment est-ce qu'on dit qu'on est ultra extrêmement riche? Enfin voilà, on a des personnes qui ont réussi dans la vie et c'est très bien. Et il s'agit qu'elles contribuent de manière équitable et juste au fonctionnement de l'État. Mais il n'y a pas à les surtaxer, parce que pour les surtaxer, encore faudrait-il arriver à les taxer. Et ça suppose qu'elles ne se barrent pas toutes, si vous me permettez l'expression. Or là, on est en train d'inciter vraiment au départ, on le voit nous à notre petite échelle, qui assistons un certain nombre de citoyens français qui souhaitent s'expatrier. Là, on est vraiment face à une hémorragie. On va parler peut-être bientôt de diaspora française, tellement tous ceux qui ont du capital et des idées s'en vont, et c'est terrible. Donc, je sais pas si c'est... tu nous posais la question de la moralité, en tout cas sur le plan de l'efficacité économique, c'est un vrai sabotage. Est-ce que la justice fiscale, ça serait pas plutôt de plus taxer ceux qui n'apportent rien au pays et moins taxer ceux qui apportent? C'est ça, si on emploie le mot de justice fiscale.
plus tu apportes, moins tu dois être sanctionné. Je suis d'accord avec Fabien, je me permets de réenchérir et puis après on vous balance la patate chaude, mais pour moi, je suis tout à fait pour la justice fiscale en France. Et cette justice fiscale consisterait à diviser... Ça vient d'un homme qui fait la une de l'Écho Austral. Donc en tant qu'économiste réputé, je me permettrais de dire que pour être juste, il faudrait diviser par 2 ou par 3 actuellement les impôts à la fois des travailleurs, mais aussi des entrepreneurs. Et pourquoi pas des investisseurs. C'est mon avis subjectif, mais pour moi, la seule justice fiscale possible, c'est celle qui consisterait à diviser et pas à additionner. Non, puis aujourd'hui, le problème français, ce n'est pas un manque de recettes. Ce n'est pas un manque de progressivité de l'impôt. Le problème français, fondamentalement, c'est un manque de croissance et un excès de dépenses publiques. Et donc, tant qu'on n'aura pas traité ces deux problèmes endémiques qui mettent vraiment en danger la sécurité budgétaire de la France, il ne sert à rien d'inventer des nouvelles taxes qui apparemment, comme le disait Théo, en fait pourraient ne rapporter qu'assez peu d'argent en comparaison du casse-tête chinois qu'elle représente, ne fût-ce que pour les comprendre. Il y a un vrai problème d'intelligibilité de la loi fiscale aussi, c'est-à-dire que nous, qui sommes, et Théo en particulier, qui est un avocat fiscaliste chevronné, on a du mal à comprendre ces dispositions. Comment concrètement est-ce qu'on va aller calculer la valeur vénale des actifs par référence à quoi? C'est compliqué. C'est le fisc qui va venir nous dire que la société, à un instant T, elle vaut tant. Enfin, c'est extrêmement complexe. Et donc, je pense que vraiment, encore une fois, le problème, c'est celui d'une gestion qui n'est pas saine des dépenses publiques et d'un manque endémique de croissance de l'économie française avec des entreprises qui sont en réalité fragilisées. C'est ça le vrai problème. C'est pas un manque de recettes. Hein. Pour en revenir à ton idée, Fabien, moi, je pense qu'il faut que les impôts s'appliquent de la même manière à tout le monde. Mais il y a cette grande idée dans le contrat social de la société capitaliste. Et cette grande idée, on la retrouve dans la plupart des pays du monde. Et ça a toujours été comme ça, c'est que les revenus du capital sont un peu moins taxés que les revenus du travail. Ça a toujours été ainsi. Ça fait partie, selon moi, du contrat social de la société capitaliste. Pourquoi ? Parce que le capital aide à produire et à investir, justement. J'en reviens à l'utilité de la holding, mais c'est ça. Donc, il n'est pas anormal qu'on ait un taux d'imposition, par exemple, sur les dividendes en France qui soit plafonné avec la flat tax à 30% au total. Et que les revenus du travail soient imposés jusqu'à 45%, de barème de 0 à 45. Il y a cette idée que le revenu du capital, on ne doit pas trop le surtaxer parce que justement, c'est ça qui permet à la société d'avancer, à l'économie de se développer. Là, ce que tu dis, c'est juste quand on parle de grosses entreprises et des gens qui ont des gros patrimoines. Mais la plupart des Français qui sont des artisans, des petits entrepreneurs, en fait, ils ont leur boîte, ils sont obligés de payer donc de l'URSSAF, de l'IS, et après de la flat tax ou de l'IR. Enfin, il y a un moment, en fait, là, il s'agit plus de taxer du capital ou du revenu ou du travail, tu vois. Les deux sont exactement la même chose. C'est juste là où tu choisis de le mettre pour payer plus ou moins d'impôts. Et c'est là où Gabriel Zucman, selon moi, en tout cas, ses défenseurs sont un peu malhonnêtes. C'est que quand ils évoquent, je crois, que le taux d'imposition moyen donc de ces ultra-riches, entre guillemets, serait autour de 20 ou 25%, c'est qu'en fait, ils font référence au taux de l'impôt sur les sociétés, mais ils omettent de dire que ce n'est pas dans la poche du dirigeant, que s'il tire encore des dividendes, il y aura 30% de plus qui se rajoutent. Et ça, il faut pas l'omettre. Il faut pas l'omettre. Je veux juste mettre les choses aussi en perspective, par exemple, avec ce qui se passe à l'île Maurice ou dans d'autres juridictions, qu'on comprenne bien où on en est. En France, et j'ai rien contre ça, on taxe la société à l'impôt sur les sociétés à 25%, et ensuite on taxe les dividendes à la flat tax à 30%. À Maurice, ce type de taxation ne peut pas être envisagé. On ne taxe pas les dividendes, notamment des structures GBC. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand principe en droit fiscal, en tout cas dans la culture fiscale mauricienne, telle qu'elle conçoit la fiscalité, qui dit que si on taxe le dividende, c'est une double imposition. Parce qu'on a doublement imposé à la fois le revenu généré dans la société, puis le revenu qu'a tiré le dirigeant. En France, on a déjà dépassé cette idée, il n'y a pas de problème, mais là, je trouve qu'on surenchérit toujours plus. C'est une double imposition, ni plus ni moins. C'est une double imposition. Mais de toute façon, on voit aussi pour moi, un problème de société profond. Parce que un Français en fait qui n'a jamais créé d'entreprise ne comprend pas de quoi on parle. Il sait pas, il dit oui,
Ils se plaignent tout le temps, il y a trop d'impôts, mais c'est normal de payer des impôts. Puis le jour où tu commences à avoir une activité qui gagne un peu, quand je dis un peu, c'est aller 10 000 euros par mois. Là, tu te rends compte que toutes les taxes que tu payes, donc le travail que tu mets en face, d'ailleurs, tu te fais totalement éclater en impôts. Et avant, dans les années, avant les années 2000, ou même encore au début des années 2000, il y avait beaucoup d'artisans et ils faisaient beaucoup de blagues. Les restaurateurs aussi faisaient beaucoup de blagues. Donc en fait, ils pouvaient quand même sortir un petit peu, et le gouvernement le savait très bien. Et c'est ce qui maintenait l'économie. Mais à partir du moment où tu as de moins en moins de cash qui tourne et que tout est réglementé, là tu te retrouves, ces gens-là se retrouvent à payer des impôts sur tout. Et là les mecs ils peuvent plus en fait. Ils sont sous l'eau et en plus dans une société qui n'est plus en croissance. C'est-à-dire on coche toutes les cases de l'autodestruction. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis et je suis entièrement d'accord avec toi. Ce type d'imposition qui se cumule les unes aux autres, et cette espèce de pression fiscale et d'instabilité permanente, ça va conduire un certain nombre d'acteurs à finalement à se mettre en danger. Je justifie évidemment pas ce type de pratique, mais de fait, d'un point de vue macroéconomique, on le constate. Des pratiques qui consistent à avoir une trésorerie officieuse, à faire du cash. Alors ça explique peut-être les attaques ou en tout cas l'incertitude qu'on a par rapport à l'utilité du cash et le fait que le gouvernement de plus en plus cherche à limiter les retraits, etc. Ça, je sais pas si c'est en lien avec ça, mais il est vrai qu'on cherche de plus en plus à restreindre l'usage de l'argent liquide. À mon sens, c'est une erreur et je trouve que c'est l'initiative populaire en Suisse qui a conduit à consacrer, je crois même constitutionnellement, l'usage du cash et quelque chose, une voie qu'il conviendrait de suivre, à mon sens, parce que c'est vraiment un gage de liberté, l'argent liquide en réalité. Mais oui, je te rejoins entièrement. On va, avec ce type de pression fiscale, encourager finalement les plus petits acteurs à recourir à des manœuvres qui les mettent en danger au plan de la conformité fiscale. Donc c'est non seulement injuste, mais c'est dangereux et c'est contre-productif du point de vue des recettes fiscales. Moi, je pense que c'est aussi pas mal dû à un niveau des politiques qui, je pense, à cause des réseaux sociaux, qui est de plus en plus mauvais. On n'a jamais eu un niveau mental. Ce qui existe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on l'a jamais vu dans toute l'histoire de France. Quand tu vois tout le monde à gauche, tu vois, mais waouh, c'est violent, et même à droite. Là où on risque vraiment de souffler sur les braises et de créer une véritable crise sociale cette fois-ci, non plus simplement politique au sens représentatif du terme, c'est aussi quand on voit l'usage qui est fait de l'argent public. Ouais. Et là, il y a une espèce de hasard des calendriers. Ces dernières semaines, on a eu des tas d'exemples d'usages critiquables de certaines dotations parlementaires ou municipales. Ça permet à certains maires d'être bien sapés quand même. Ah oui, la maire du 6e, là où je sais pas quoi. 8e. Merci aux Français. Je tiens à remercier les Français. Non, mais elle est reconnaissante, elle a de la gratitude. Merci les pauvres. Voilà. Merci les gueux. Merci les gueux. Alors, Chanel. Quelque part, elle leur deviendrait presque sympathique. Ouais, on l'aime bien. Au moins, elle est honnête. Puis au moins, elle achète français, c'est de la qualité, tu comprends. Bon. Non, mais c'est, en fait. Je fais tourner l'économie française. C'est vrai. Plus sérieusement, en fait, c'est ça qui rend fou. C'est qu'on voit bien qu'il y a un vrai problème de gestion. Alors c'est peut-être anecdotique, simplement symbolique. Je sais pas si ça représente vraiment des pertes immenses pour l'État. Je pense que c'est ça. En fait, exemple, c'est insupportable. Tu as un très beau costume. Si. Tu es donc en France. Tu n'as pas le droit de le passer sur ta boîte. Oui, tout à fait. Alors que tu le mets c'est pour de faire l'argent une public, vidéo visiblement c'est possible. Où tu peux trouver des clients. Donc là, t'es en business, quoi. Toi, tu n'as pas le droit, mais le maire, lui, il a le droit. Il est en représentation, tu comprends. Avec l'argent des Français, en plus. Mais toi aussi, t'es en représentation. En Suède, il y a eu cette anecdote d'une ministre qui avait utilisé sa carte professionnelle, carte bleue professionnelle, pour acheter un Twix à une station-service. Elle a démissionné. C'est marrant parce que le niveau d'éthique entre, tu vois, le nord et le centre, quand même assez. Les pays scandinaves sont notoirement réputés pour être très stricts sur ces questions-là. Moi, ça me va très bien. Oui, parfait. Ouais. Oui. Après, attention, c'est pas ça qui va sauver l'économie française. Mais ça montre juste, en fait, le niveau des politiques qui sont complètement décorrélés du réel. Oui, ça. Non, mais qu'on envisage d'inventer de nouvelles impositions avant, pardonnez-moi l'expression, d'avoir fait le ménage sur l'utilisation des fonds publics. Ça c'est choquant et ça risque effectivement de créer un ras-le-bol fiscal
qui s'est déjà exprimé au cours de ces dernières années, gilets jaunes, bonnets rouges et autres. Enfin, c'est quelque chose c'est un élément même de déstabilisation au sens social quand on va trop loin en termes d'imposition. Ouais. Rentrons justement dans ce détail. Est-ce qu'on se dirige pas vers une nouvelle révolte fiscale, sociale, façon gilets jaunes 2.0 ou Tu es en train de nous demander si les ultra riches vont aller griller des merguez sur les ronds-points. Alors, les ultra riches ne vont pas effectivement griller des merguez sur les ronds-points parce qu'ils les grillent au bord de la plage à Maurice, mais sur les entrepreneurs du quotidien et les travailleurs du quotidien, parce que en fait ça commence par le haut, mais ça finit par le bas. Moi, je suis d'une famille de restaurateurs. Je vois par exemple mes parents. Je vous donne un exemple. Ils ont travaillé quasiment 30 ans dans le restaurant qu'ils ont monté, suite à une faillite personnelle d'ailleurs. Ils avaient des boutiques de prêt-à-porter dans les années 90 et ça fait faillite. Ils ont emprunté de l'argent auprès de leur famille et de leurs proches pour remonter une petite affaire, un petit bistrot qu'ils ont transformé. Et avec le temps, ils ont acquis une très belle réputation et un beau business. Ils ont passé ensuite, ils ont été rachetés par leurs enfants. Et aujourd'hui, après avoir payé des millions, c'est pas des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros d'impôts, de charges sociales, etc. Pendant des décennies, ma mère a une retraite de 1 200 €. Alors, c'est pas la seule. Du coup, tous ces gens qui en ont ras-le-bol, est-ce qu'un jour, on va vraiment les retrouver en mode il y a qu'une solution, c'est la sécession, on arrête tout et on va dans la rue et on demande le Great Reset français, ou est-ce que vous y croyez ou pas vraiment? Oui, beaucoup plus sérieusement. Je peux pas prédire l'avenir, mais on a identifié quelques petites choses dans ce qui est prévu qui pourrait potentiellement mettre le feu aux poudres. Alors après, on sait jamais une étincelle, si ça va mettre le feu ou pas. On sait pas ce que ça peut signifier. Mais par exemple, on parlerait de supprimer cette fameuse niche fiscale sur les retraites de 10%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un retraité peut faire un abattement de 10% pour frais professionnels sur sa retraite. Qui n'a pas vraiment de sens quand on y pense, mais c'est une espèce de cadeau, si on peut dire, qui a été laissé là depuis toujours pour moins imposer les retraités. On parlerait de faire sauter cette niche. Bon, ça va quand même impacter fortement les retraités. Il y a aussi une autre mesure, j'écoutais ça ce matin, le biocarburant, l'éthanol, ils veulent fortement augmenter, je crois, alors je ne maîtrise pas bien le sujet, mais je crois que c'est une augmentation de taxe. Concrètement, ça passerait de 70 centimes le litre à 1,50 €, quelque chose comme ça. Ça concernerait beaucoup les gens dans les provinces, notamment les agriculteurs, et à peu près 400 000 véhicules quand même, ce qui n'est pas rien. Donc c'est des petites mesures comme ça qui font penser à des choses qui ont déclenché les événements gilets jaunes. Quand on remet ça dans le contexte actuel, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça, plus le gel du barème de l'impôt sur le revenu avec l'inflation et autres, qui ne va pas non plus arranger la situation fiscale globale des classes moyennes et des gens les plus modestes. Le carburant, c'est, dans tous les sens du terme, c'est incendiaire. C'est notamment ce qui avait précipité le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. Oui. On leur doit d'ailleurs une fière chandelle parce que si ils n'avaient pas obtenu le retrait de cette proposition de taxe écologique sur le prix à la pompe, compte tenu de l'explosion des prix du carburant consécutivement à l'adoption notamment des sanctions contre la Russie, on aurait payé en France le samplon et le diesel beaucoup plus cher. Et donc en fait, il faut quand même se rendre compte que les gilets jaunes qui ont été beaucoup critiqués ont permis en fait aux Français de préserver leur pouvoir d'achat compte tenu du retrait de cette taxe sur les carburants. Et effectivement, tu parlais de province, on en vient tous les deux, Théo et moi, et notamment de zones rurales. Je serais assez curieux de voir une carte de l'utilisation en France de la consommation de l'éthanol et des carburants alternatifs aux produits pétroliers. Parce que je serais pas étonné de voir que ça correspond avec la fameuse carte de Christophe Guilluy de la France dite périphérique, qui était d'ailleurs la France des Gilets jaunes. Et avec alors c'est de la spéculation, mais pour avoir vécu en fait toute ma jeunesse dans ces zones périurbaines et agricoles, il y a une utilisation assez massive de ces carburants alternatifs. Et là, si on vient en plus
impacter, et on a du mal à comprendre d'ailleurs l'argumentaire sur le plan écologique, si on vient en plus impacter leur pouvoir d'achat sur cette consommation de carburant, à nouveau, ce serait potentiellement incendiaire et on peut imaginer le déclenchement de mouvements sociaux qu'on ne souhaite évidemment pas. Et puis, comme disait Théo, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si ça va se produire ou non, mais en tout cas, c'est typiquement le genre de taxation qui sont très impopulaires, c'est certain. Oui. Très bien. Je vais changer de sujet, mais on pourra revenir sur ces sujets de toute façon, parce qu'à la fin, on va ouvrir sur quelles solutions on peut avoir quand on en a marre ou quand on veut optimiser. Mais je sais, Simon, que tu as étudié un jugement récemment, puisqu'il s'agit d'une première dans l'histoire de la République française. Nous avons un ancien président de la République qui a été condamné à de la prison ferme. Il s'agit de Nicolas Sarkozy. Et donc, il y a eu beaucoup d'articles. Ça a fait couler pas mal d'encre. Et au final, on ne sait pas vraiment de quoi il en retourne. Et personne n'a épluché vraiment ce jugement de plus de 400 pages, c'est ça? Il y a environ 400 pages. Que toi, tu as étudié. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais on a une exclusivité dans le podcast, c'est qu'on a quelqu'un qui est vraiment connaisseur du sujet. Parce que c'est vrai que quand c'est sorti, c'était il y a 15 jours, 3 semaines. Quand on voyait les infos passer donc qui venaient de la télé, c'était en fait il a rien fait. Il a rien fait. Oui. En fait, il a été comment on dit sur 3 chefs d'accusation, il a été relaxé. Et donc en fait sur un truc où on sait pas trop, et il prend de la prison là-dessus. Et donc tout le monde se dit c'est un procès politique. Oui. Et en fait c'est rentré comme une vérité générale un peu partout. En gros ceux de gauche ils s'en foutent qu'il a fait des trucs ou pas. C'est un connard, il doit aller en prison. Et ceux de droite, je caricature évidemment, non, c'est un procès politique, c'est un scandale, on veut faire taire Sarkozy. Et toi, tu as lu le jugement. Règlement de compte ou justice exemplaire? Alors moi, je vais peut-être vous décevoir un petit peu, mais je pense que c'est ni l'un ni l'autre. En réalité, c'est ni un scandale, ni un jugement qui soit particulièrement exemplaire. D'abord, c'est pas un scandale, parce que je te rejoins, Fabien. On a entendu un peu tout et n'importe quoi sur les plateaux télé, y compris des personnalités pour qui, à titre personnel, j'ai au demeurant un certain respect, comme Henri Guénaud, parler de coup d'état judiciaire, des formules totalement outrancières de cette nature, et qui jettent un certain discrédit aussi sur l'autorité judiciaire qui me paraît vraiment regrettable. C'est pas un scandale parce que moi, effectivement, j'ai lu naturellement. Naturellement, je sais pas, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais j'ai lu à hobby, oui. Je n'y vois pas dans ce jugement d'atteinte disproportionnée, d'atteinte tout court à la séparation des pouvoirs, et je n'y vois pas non plus l'expression d'une justice qui serait politisée ou partiale. Pourquoi ? Et je n'y vois pas non plus une justice absolument exemplaire au sens vraiment de perfection du raisonnement juridique. Je pense au contraire que ce jugement peut tout à fait être critiqué, en particulier en ce qui concerne la condamnation de Nicolas Sarkozy, du chef de... Et le juge l'association de malfaiteurs. Un magistrat syndiqué qui a manifesté, qui aurait, il y a 10 ans, mené une manifestation contre Sarkozy. Alors ça, je m'exprimerai pas sur l'indépendance, la partialité ou pas du magistrat, parce que c'est pas dans mes pratiques et parce qu'en l'occurrence, j'ai pas cette information-là. Ce que je vais vous dire, c'est vraiment que j'ai étudié ce jugement et je vais vous parler du jugement et seulement du jugement. Et à la lecture de ce jugement, je n'ai pas vu pour moi, ça c'est des éléments de dispersion en fait. C'est vraiment une technique qui est utilisée, je dois dire, de manière assez brillante en réalité, par Nicolas Sarkozy lui-même et son entourage, pour noyer le poisson. Comme je disais, c'est 400 pages de jugement. Il y a du très bon, il y a peut-être du moins bon sur le plan de la rigueur et de l'interprétation stricte de la loi pénale, mais on peut pas dire que c'est juste un règlement de compte judiciaire contre Nicolas Sarkozy. Ça, c'est une forme de complotisme de la part si vous me permettez cette opinion, d'une certaine droite qui, à l'époque, en faisait des tonnes sur le laxisme judiciaire et qui, quand elle se retrouve confrontée à des décisions au terme desquelles elle est condamnée, crie au scandale et à la justice politisée. Donc, je trouve ça pas très crédible en réalité. Avant toute chose, si on veut commenter quand même ce jugement, il faut rappeler quelque chose de très important, c'est que l'ensemble des prévenus qui ont été accusés ont interjeté appel du jugement.
et le parquet national financier lui-même a formé un appel incident des relax, de sorte que les compteurs sont vraiment remis à zéro à l'heure actuelle, et que l'ensemble des prévenus bénéficient bien évidemment de la présomption d'innocence. Donc c'est pas parce que notamment Nicolas Sarkozy est condamné en première instance qu'il est définitivement coupable, certainement pas, il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Mais il va en prison. Alors oui, effectivement, car cette condamnation à 5 ans d'emprisonnement ferme est assortie de l'exécution provisoire. Et avant-hier, je crois, Nicolas Sarkozy a été fixé sur la date de son incarcération au 21 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, effectivement, bien qu'il bénéficie encore de la présomption d'innocence, la décision, la condamnation, la peine, elle, est assortie de l'exécution provisoire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Parce que nous qui ne sommes pas dans le juridique, on se dit si vraiment il y a appel, donc il pourrait être encore innocent. Oui, tout à fait. Et il risque. C'est quoi le danger pour la société de le mettre en prison ? Parce que s'il va en prison, c'est que c'est un danger pour la société. Donc pourquoi ils ont décidé de le mettre en prison ? Alors, l'exécution provisoire d'une condamnation pénale qui n'est pas devenue définitive, elle doit être motivée en droit. Quand on lit le jugement, elle est motivée, en l'espèce, par notamment le fait que cette mesure, donc cette exécution provisoire, soit une mesure indispensable pour garantir l'effectivité de la peine au regard de l'importance du trouble à l'ordre public causé par l'infraction, cette fameuse association de malfaiteurs, et par la perte de confiance occasionnée dans l'institution présidentielle elle-même. D'accord ? Donc, pour comprendre cette exécution provisoire qui a été décidée par le tribunal correctionnel de Paris, il faut comprendre le trouble à l'ordre public qui aurait été, à le croire, puisque, encore une fois, Nicolas Sarkozy bénéficie de la présomption d'innocence, qui aurait été causé par la commission de cette infraction et par l'attaque fatale à la confiance que les Français peuvent avoir dans... Autant le premier argument, j'ai un gros doute. Pour le trouble à l'ordre public, j'imagine pas les rues ensanglantées à feu et à sang. C'est pas que ça, le trouble à l'ordre public. C'est quoi ? En fait, autant que on peut comprendre qu'il va en prison, tu nous expliqueras pourquoi au final, il est condamné, mais autant c'est compliqué à comprendre s'il a fait appel. Il va rien se passer, en fait, il va pas aller foutre le bordel. Oui, mais ça a l'air d'être... Oui, c'est autre chose. Mais donne-nous la définition. Il aurait peut-être pu nous faire une Carlos Ghosn. Ah, tu crois ? Non, je plaisante. Ouais. En plus, pour le coup, la malle, on n'aurait pas eu de mal à trouver une malle à sa taille. Non. Alors là, je suis choqué. Je dois l'admettre. Alors, c'est de l'humour, bien évidemment. Non. Maître, il faut rentrer dans le il faut rentrer dans le détail. Parce que quand tu dis trouble à l'ordre public, c'est pas juste les rues en feu. Alors, ça veut dire quoi, trouble à l'ordre public dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Alors, pour répondre à cette question, il faut bien comprendre exactement les faits tels qu'ils ont été révélés par l'enquête et l'instruction et ce qu'on reproche véritablement à Nicolas Sarkozy et surtout à son entourage. Parce que ce jugement, il concerne évidemment pas que Nicolas Sarkozy, il concerne peut-être même en premier chef son entourage direct, à savoir Claude Guéant, Brice Hortefeux, l'intermédiaire sulfureux Ziad Takieddine et puis un certain nombre d'autres prévenus de nationalité étrangère, en particulier libyenne. Il est mort 3 jours avant le procès en allant, il est en prison au Liban, Takieddine. Ah bon? Ouais, c'est un truc de fou. Il est mort 3 jours avant le procès parce qu'il était en prison pour un truc. Il a pas payé son avocat. Il a pas payé son avocat, donc il va en prison. Bon, allons-y. Il a fait un malaise, il est parti à l'infirmerie et il est mort à l'infirmerie d'une crise cardiaque de 3 jours avant. C'est fou ça, j'étais pas au courant. Bref. Alors j'avais pas du tout cette info. Tu vois, je l'apprends là. En ce qui concerne Ziad Takieddine en particulier, en fait, l'ensemble des autres prévenus qui étaient dans l'entourage immédiat de Nicolas Sarkozy, eux aussi bénéficient de la présomption d'innocence dans la mesure où un appel a été interjeté. Alors eux, ils n'ont pas bénéficié d'autant de relax. Notamment Claude Guéant et Brice Hortefeux ont été condamnés de manière plus ferme et pour plus de chefs d'accusation. On parle notamment de mémoire, il faudrait vérifier, de blanchiment d'argent et fondamentalement de détournement d'argent public s'agissant des fonds de provenance libyenne.
Alors autant, je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne la condamnation de Nicolas Sarkozy lui-même, effectivement, il y a entre guillemets des trous dans la raquette, ou en tout cas on peut critiquer un petit peu le raisonnement et la motivation des juges qui se fondent plutôt sur un sur un faisceau d'indices graves, précis et concordants au sens de la jurisprudence et au fond d'une intime conviction. Autant s'agissant des autres prévenus, la défense était quand même fragile, elle consistait pour l'essentiel à dire on ne se souvient pas, on ne sait pas de quoi vous parlez. Il n'y a jamais eu de véritable narratif alternatif qui ait été de manière convaincante opposé à l'accusation. Et il y a des faits quand même, des preuves multiples qui sont ressorties de l'enquête et de l'instruction et qui laissent supposer quand même, encore une fois, c'est provisoire tout ça, mais qui, à mon sens, d'un point de vue strictement juridique, justifie parfaitement une entrée en voie de condamnation à leur encontre. Et effectivement, donne des frissons parce que si c'est vrai, c'est extrêmement grave. On a vraiment au plus haut niveau de l'État des agissements, si l'on en croit le tribunal correctionnel. Mais encore une fois, les faits semblent assez bien, les faits semblent assez caractérisés en ce qui concerne ces prévenus-là. Des faits qui sont particulièrement graves, avec la rencontre du numéro 2 de l'État libyen, qui avait été condamné en France par contumace à la perpétuité, qui est un ennemi de la France, qui a du sang français sur les mains, qui a participé, qui a commandité même un attentat terroriste gravissime qui a coûté la mort à plusieurs dizaines de Français. C'est ce type d'individu que les plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, en dehors de leurs fonctions, sans aucun lien avec le Quai d'Orsay, sont allés rencontrer. Si l'on en croit à nouveau le tribunal correctionnel, mais bon, je veux dire, il y a des preuves qui sont ressorties de l'enquête. Il y a des schémas et des canaux financiers totalement occultes, des anomalies graves. Je vais prendre simplement un exemple. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la TVVI, la taxe sur la valeur vénale immobilière, qu'on appelle aussi taxe de 3%. C'est un impôt, pour faire très court, qui vise à dissuader la fraude fiscale et la dissimulation des bénéficiaires effectifs d'un bien immobilier en France. Il y avait une villa, la villa de Mougy, je crois, de mémoire, qui déjà à l'époque, en 2005, valait à peu près 1,5 million, et qui était détenue via une myriade de sociétés écrans, sociétés offshore, de trusts au Liechtenstein, etc. Manifestement, tout était fait pour dissimuler l'identité du propriétaire véritable, qui est un certain Monsieur Djouri. Le fisc est donc entré en recouvrement de cette taxe et on se rend compte à la lecture du jugement que un certain fax est directement parvenu au cabinet de Monsieur Guéant, anonymisé avec simplement des initiales AD qui correspondent visiblement au propriétaire effectif de ce bien, à l'attention de Nathalie pour Monsieur Guéant, et que à la suite de ces fax, cette mise en recouvrement de la taxe sur la valeur vénale immobilière a été en fait gelée pendant à peu près 10 ans, avec une intervention directe au niveau de la direction des finances publiques pour que ce dossier soit mis au bas de la pile. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et cette villa, évidemment, a été vendue à un prix excessif à un fonds libyen. Et à la suite de cette vente, le prix de la contrepartie, le prix de vente a été distribué, c'est entre guillemets perdu dans la nature, mais systématiquement on peut retrouver à chaque étape les différents acteurs, les différents prévenus qui auraient constitué cette association de malfaiteurs. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. On peut parler de la vente de tableaux par Monsieur Guéant à hauteur de plus de 20 fois leur prix, par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats malaisiens qui a tout fait pour cacher, ce qui est une pratique évidemment antidéontologique, l'acheteur véritable de ces tableaux. On s'est rendu compte grâce à l'enquête du parquet national financier, alors politisée peut-être, mais ça j'y crois pas, très compétente en tout cas, qui a permis de déterminer que c'était évidemment encore l'un des prête-noms qui détenait l'un des comptes via lesquels transitaient ces fonds issus de la Libye qui ont été versés visiblement à hauteur de plus de 7 millions d'euros avec in fine des retraits en argent liquide extrêmement importants. Donc voilà, on peut prétendre que c'est un complot judiciaire à l'encontre de Nicolas Sarkozy, mais il va falloir peut-être développer une défense en cause d'appel qui sera meilleure que je ne sais pas, j'ai oublié. C'est fou ce que tu viens de dire en 5-10 minutes. Il y a plus d'infos que tout ce qu'on a pu lire
dans la presse ou à la télé. Et notamment, il y a un avocat là qui passe souvent à la télé, je crois sur BFM ou sur CNews, le mec qui est avocat et qui explique que c'est un complot, que c'est un scandale. Il a même dit un coup d'état judiciaire, allons jusque-là, bien sûr. Il a même dit en gros que c'était même du racisme parce que je crois que son client est arabe et il sort du tribunal puis il dit les 2 personnes qui ont été condamnées à la prison ferme tout de suite, comme par hasard, c'est 2 arabes, tu vois. Donc j'ai trouvé ça d'une violence et d'une débilité rare. Donc ces gens, selon toi, ils sont dans un spectacle, ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Est-ce que les journalistes, tu vois, qui sont là-dessus, ils savent ou c'est quoi? C'est la liberté d'expression d'un avocat quand il défend son client, elle est quasiment totale. Ouais. Et je vais pas critiquer ici la défense de tel ou tel confrère. Ouais, parlons des journalistes, c'est quand même un peu leur travail, tu vois. Sur le plan journalistique, moi, dans les médias de grand chemin, j'ai trouvé que le traitement de cette affaire était vraiment pathétique. Ouais. Et c'est grave parce que, et comme vous le disiez très bien, c'est la première fois depuis longtemps, depuis Pétain, je pense, qu'on a une condamnation à de l'incarcération d'un ancien chef d'État. Et ça méritait un traitement qui soit un tout petit peu plus rigoureux, quoi. Oui, parce que là, on en a appris plus en 10 minutes avec Maître Simon de Senin que en 3 semaines de médias francophones. En fait, pour en revenir quand même à Nicolas Sarkozy, il est vrai, nonobstant les faits qui sont graves, qui concernent son entourage immédiat, qui à nouveau bénéficient de la présomption d'innocence, mais qui, à mon sens, n'ont vraiment pas réussi à se défendre, et leur condamnation paraît justifiée à ce stade. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, la motivation, elle est beaucoup plus faible. Et c'est ça qui justifie effectivement une critique de ce jugement. On peut critiquer une décision judiciaire, il n'y a pas de problème. Il faut simplement qu'elle soit mesurée et un minimum étayée. Et au fond, ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy, c'est qu'il ne pouvait pas ne pas savoir, et que donc il a laissé faire. Il est vrai que sur le plan purement probatoire, c'est faible. Ouais. Néanmoins, quand on lit le jugement dans son intégralité, indépendamment de la faiblesse objective de ce raisonnement juridique, il paraît difficile de croire qu'il ait pu, alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle, ministre de l'Intérieur, et que c'était son entourage direct, ses plus proches collaborateurs, qui ne se sont visiblement pas tellement enrichis au passage d'ailleurs, de ce que l'on comprend, c'était pas tellement dans leur intérêt propre, mais plutôt selon le tribunal correctionnel, pour chercher à mettre en œuvre et à exécuter un pacte corruptif qui aurait eu pour objectif de financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, qui a été relaxée sur ce point parce qu'il n'y avait pas de preuves véritables. En fait, il n'y a pas de preuve que sa campagne a été financée par Kadhafi. Non. Ah. En l'état, les tentes dans le jardin, ça comptait pas, ça. Alors en fait, la thèse qui est développée par le tribunal correctionnel de Paris, c'est véritablement qu'il y aurait eu un pacte corruptif entre l'entourage de Nicolas Sarkozy et Nicolas Sarkozy lui-même en tant que participant à cette association de malfaiteurs, visant côté libyen à être rétabli et restauré dans le concert des nations. La Libye à ce moment-là cherchait vraiment à ce que son blason soit un petit peu redoré, et on peut le comprendre. Moyennant quoi, elle allait, la Libye, financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Et autre contrepartie recherchée, c'était l'obtention d'un certain nombre de deals, parce que cette affaire, en fait, nous révèle beaucoup le fonctionnement, que j'espère passer, des rétrocommissions en ce qui concerne les gros marchés en matière d'armement, en matière de nucléaire, etc. Donc la thèse du tribunal correctionnel, c'était vraiment qu'il existait un pacte corruptif et qu'en échange d'un financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, celui-ci s'engageait à d'une part, à adopter une politique étrangère qui soit favorable à la Libye, et d'autre part, peut-être à réexaminer le dossier judiciaire de ce fameux numéro 2 du régime libyen qui avait été condamné par contumace. Est-ce qu'ils en parlent dans le jugement, justement, de tout le folklore autour qu'il y a eu? C'est-à-dire, quand on a vu les tentes, dans le jardin de l'Élysée, à l'époque, ça avait fait un scandale. Donc évidemment, déjà, il y avait des soupçons qui étaient quand même forts, déjà, à l'époque. Et puis, ça a fini quand même avec Sarkozy qui a quand même expliqué que Kadhafi, en fait, était un dictateur et qu'il fallait sauver le peuple libyen en le faisant sauter, tu vois.
Et la guerre qui arrivait en Libye, c'est Sarkozy qui en est l'initiateur avec les Anglais. Ils ont été bombardés. Ça a favorisé les rebelles et il s'est fait choper dans un trou, dans une cave. Et ça a été affiché au monde entier. Alors que ce qu'on savait pas, c'est qu'à l'époque, la Libye avait une très très bonne économie. Hein. Alors je ne sais plus comment on est commencé aujourd'hui, mais je m'en souviens. C'est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Ouais, j'étais étudiant et c'est des choses qui m'intéressaient énormément à l'époque. C'était un pays prospère. Bon, lui était un dictateur, mais bon, lui, il faisait ce qu'il voulait dans son pays. Il avait déjà tout ce qu'il voulait pour lui. Donc je pense qu'il faisait ça vraiment pour le bien de son pays. Enfin, les accords avec la France. Est-ce que tout ça ressort dans le jugement? Non, ça c'est vraiment plus tard. C'est, si je ne dis pas de bêtises, plutôt sur la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Et le jugement n'en parle pas. Et il n'y a pas de lien de causalité entre l'intervention française en Libye, je déplore, hein, comme tu le sais, et qui a été à mon sens catastrophique, et cette association de malfaiteurs à laquelle Nicolas Sarkozy aurait participé. Il n'y a pas de lien qui ressort du jugement. Okay. Ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que tout ceci intervient dans une période de forte instabilité politique, sociale, fiscale. Qu'est-ce que ça dit symboliquement de la France ? Le fait que l'on envoie en prison un ancien chef d'État de la République. Je dirais peut-être que c'est la fin d'une certaine époque, en tout cas. J'espère. C'est vraiment très compliqué. Je ne sais pas si ça a une dimension historique au-delà des agissements qui sont reprochés aux différents prévenus. Si ça devait en avoir une, ce serait sans doute la fin d'une certaine époque qui a commencé avec Nicolas Sarkozy à l'époque, où on pouvait... alors bon, il est concerné pour sa seconde campagne par l'affaire Big Malion, où on lui reproche à nouveau un financement excessif et illégal de campagne. T'en tous les bons coups, Nicolas. Alors là encore, aucune condamnation définitive. Il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Il a été définitivement condamné dans l'affaire Bismuth pour corruption de magistrat. Et puis quand Nicolas Sarkozy corrompt un magistrat, il corrompt pas n'importe quel magistrat, il va aller chercher à la Cour de cassation. Donc, il a fait quoi, si tu peux j'ai oublié cette affaire. C'est la fameuse affaire où il a, par le truchement de son avocat et une fausse identité, de sorte que des écoutes ont pu être diligentées et qui visaient directement l'avocat parce que ce n'était pas couvert par le secret professionnel. Le secret professionnel des avocats n'est pas fait pour permettre la commission d'infractions et pour que l'avocat se rende, entre guillemets, complice de ces infractions. Donc, à mon sens, ces écoutes, elles étaient justifiées. Je suis évidemment radicalement opposé à toute forme d'écoute des communications entre un avocat et son client parce qu'il en va des droits de la défense. Mais là, c'était vraiment, et ça a été confirmé par la Cour de cassation, donc on peut l'affirmer, c'était vraiment fait pour faciliter la commission d'une infraction gravissime qui était la corruption d'un magistrat en échange d'un poste à Monaco pour l'obtention d'un certain nombre de documents qui étaient cruciaux, qui étaient fondamentaux dans le cadre des autres enquêtes qui le visaient personnellement. Je résume vraiment en 3 mots et je connais un petit peu moins ces volets-là. Okay. Il faudrait naturellement vérifier, mais là, on a une condamnation définitive pour corruption de magistrat. Okay. Ce qui peut aussi expliquer, je suis désolé, moi, bon, comme vous le savez, je suis un avocat conservateur, donc et je suis assez d'accord avec les discours que tenait un certain Nicolas Sarkozy à l'époque, qui reprochait un taux d'incarcération trop faible à la suite des décisions pénales. Et au regard de la gravité des faits qui ont été confirmés, s'agissant de l'affaire Bismuth, de manière définitive, et effectivement, comme le dit le tribunal correctionnel de l'atteinte fatale à la confiance que l'on peut avoir en tant que Français dans nos institutions, ça me scandalise pas que d'une part on entre en voie de condamnation et que lorsque l'on entre en voie de condamnation, on assortisse, on prononce une peine d'emprisonnement avec le cas échéant une exécution provisoire. Ça, dura lex sed lex, moi ça me choque pas. Ouais. Très bien. Donc, une des principales agences de notation a dégradé la France. Récemment aussi, pendant ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d'actualités. La question qu'on avait, c'était
Qu'est-ce que ça veut dire pour nos finances et nos entreprises aujourd'hui? On en discutait un peu ce matin. C'est difficile d'analyser l'impact direct, en fait, concret, là, immédiat, sur les entreprises. Par contre, ce qui est inquiétant, moi, sur le long terme, le moyen terme, c'est que j'ai pas l'impression qu'on va dans une direction qui va nous permettre d'en sortir. Et sur le moyen long terme, on sait que ça va commencer à être compliqué. Oui. Ça va commencer à être compliqué pour l'économie, pour tout un ensemble de choses. Et c'est plus ça, c'est que c'est le manque de visibilité, le manque de solutions qu'on a pour sortir de cette situation. C'est ça moi qui m'inquiète beaucoup. On parlait du règlement des dépenses un peu plus tôt. En fait, on va pas se diriger là vers les bonnes solutions, je trouve. C'est-à-dire qu'avant d'essayer d'augmenter les recettes, alors qu'on est déjà au maximum, je pense, on cherche pas à tacler le problème des dépenses. Alors maintenant, sur l'impact immédiat... Ça peut contribuer à un renchérissement des taux, donc oui. Ce qui constitue un des postes budgétaires principaux de la République française, c'est le service de la dette. On le dit trop peu d'ailleurs, mais un certain Bruno Le Maire avait permis l'émission d'obligations d'État indexées sur l'inflation juste après avoir fait sauter l'inflation dans le cadre des mesures toutes plus brillantes les unes que les autres qui ont été adoptées pendant la crise du Covid. Donc on avait déjà un contexte extrêmement dégradé avec une dette hors de contrôle. Et là, le problème, c'est qu'effectivement, ce pays qui est ivre, dépendant vraiment des marchés et de l'endettement, le fera beaucoup plus cher. Donc, ce qui, effectivement, renforce la nécessité de contrôler les dépenses publiques. Il peut y avoir un gros problème, c'est quand les gens qui ont des obligations françaises vont les vendre et qui vont faire une plus-value en les vendant moins cher que ce que l'État est capable d'emprunter. Donc, c'est-à-dire que l'État aura du mal à émettre des nouvelles obligations puisque le marché va se faire ailleurs. Et là, ça va commencer à tanguer fort. Alors, pour l'instant, l'État français n'a aucune difficulté à emprunter. Non, pas encore. Évidemment, on ne parle pas de l'année prochaine, on parle de 5, 10, 15, 20 ans. Mais quand les solutions proposées... En fait, il faut savoir que les agences de notation, elles donnent une note qui va ensuite donner le taux de pourcentage auquel la France peut emprunter. Et elle s'en fout qu'il y ait trop de taxes ou pas assez de taxes. Elle, ce qu'elle veut, c'est est-ce que le pays est stable et est-ce que la France est capable de payer. Donc, l'une des choses importantes pour ces agences, c'est la capacité à la France de lever de l'impôt. Et les Français payent. Donc, ça devient... c'est OK. Mais si les Français commencent un petit peu à tanguer et à partir et à être un petit peu réticents à l'impôt, parce que bon, malgré ce qu'on nous fait croire comme Éric Lombard, c'est Éric Lombard, je crois, l'ancien ministre de l'économie qui expliquait que le problème de la France, c'était les Français qui étaient réticents à l'impôt. Non, c'était l'écologie le premier problème. Ah bon. La priorité, c'était l'écologie. Ouais, c'était ça, son premier discours. Bref, sa prise de fonction. Le gars nous explique quand même que les Français sont réticents à payer l'impôt. Enfin, on est quand même le pays le plus taxé au monde. Donc, évidemment que ce n'est pas ça le problème. Mais il y a un moment où on va monter en taxation, il va y avoir un vrai problème pour ces agents de notation. C'est, on arrive au bout. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je vois pas la note de la France remonter. En tout cas, pas à court terme. Non, ça c'est certain. Surtout dans le contexte politique très instable et dégradé que l'on connaît actuellement, c'est certain. La question, c'est 1 an après notre podcast, 1 an après la première crise budgétaire, est-ce qu'on a vraiment appris quelque chose? Je sais pas si on a appris quelque chose, mais c'est pas mieux, non. Ça s'empire et j'ai peu de perspectives. Autant je voulais être optimiste il y a encore 1 an, et je le suis de moins en moins. Ouais. Ça fait écho à l'excellent podcast d'ailleurs que vous avez fait, et Théo et Nickel, que l'on salue au passage, au cours duquel vous avez commenté le projet de loi de finances mauricien. Oui. Que j'ai écouté avec attention bien évidemment et qui me faisait penser que l'île Maurice est vraiment en voie de normalisation et de stabilisation. Ouais. Là, c'est de la prévisibilité fiscale. Il y a quelques mesures, qui constituent une forme de renchérissement fiscal, mais très modéré. Et on voit vraiment un pays en voie de normalisation. Là où la France, année après année, se retrouve dans une situation identique, d'instabilité gouvernementale de plus en plus aiguë, ce qui contribue à la dégradation de sa note. Mais en réalité, là c'est plus du tout l'avocat, c'est le citoyen qui s'exprime, mais de mon point de vue, là, pour sortir de ce marasme et notamment
éviter les conséquences négatives sur le service de la dette et tout simplement la gestion des finances publiques françaises, il faudrait qu'il y ait une solution qui soit prise au plus haut niveau de l'État et au niveau de l'Élysée en particulier, parce que dans l'esprit de la Ve République, c'est pas une énième dissolution qu'il nous faudrait. De mon point de vue, c'est une démission. Le général de Gaulle a démissionné après avoir perdu à deux cheveux près un référendum particulièrement complexe, et alors même qu'il n'était pas fondamentalement remis en cause en ce qui concerne sa légitimité, il n'était pas discrédité. Dans le contexte non seulement d'impopularité, mais de détestation fondamentale dont le chef de l'État fait preuve à l'heure actuelle, et le problème vient de là. Ouais. Il faudrait un nouvel élan, il faudrait une élection présidentielle anticipée. Alors, avant ou après, peut-être ce serait préférable que ce soit après l'adoption du budget, mais la solution, dans l'esprit de nos institutions, elle doit venir de là, de mon point de vue. Tu refais un second tour aujourd'hui, tu mets Macron, donc tout le monde veut que Macron parte. Et d'ailleurs, il est responsable de ce qui se passe aujourd'hui avec la dissolution. À 200%. Et en effet un accord avec le NFP. Donc on se retrouve aujourd'hui, en fait, il s'est fait avoir lui-même pour ne pas perdre la face à l'Assemblée. Il se retrouve à devoir concilier avec la gauche où on fait sauter la réforme des retraites. Donc c'est encore des dépenses qui sont énormes. Donc ils sont obligés de concilier là-dessus. Mais aujourd'hui, il démissionne, il se représente, il est réélu. Attends, Macron. Macron, il se représente. Alors on se retrouve dans le même schéma. Si il représente le centre, tu mets un mec de gauche, un mec du centre et un mec de droite, il est réélu. Mais il ne peut pas se représenter de toute façon. Non, mais dans le cas où ça arriverait, les Français revoteraient pour lui en ayant fait barrage. J'ose espérer que non, quand même. Je pense pas aujourd'hui, ça a changé quand même. Tu mets Mélenchon, tu mets Macron, tu mets Le Pen, il est réélu. Tu mets Bardella, c'est Bardella qui passe. Wow. Par le jeu, par la technique Castor du barrage. Le barrage, je pense, ne sera pas solide là. Je pense la prochaine vague sera trop forte. Mais c'est vrai que c'est un terrible désaveu en plus de lâcher les retraites, parce que c'était le fameux combat de Emmanuel Macron. C'est lâché terrible, ou c'est simplement différé? Suspendu. C'est suspendu. Ouais. Alors il se part de plein de choses. On va encore en discuter. On va voir jusqu'où on va aller. Pour l'instant, c'est qu'une suspension, etc., etc. Mais c'est vrai, on commence à se demander ce qui va rester du deuxième mandat. Puisque ça, c'était vraiment la mesure phare du deuxième mandat. On se demande ce qui va en rester. Pas grand-chose. Ou en tout cas, que des mauvaises choses. Et cette réforme des retraites, moi, j'ai un avis très tranché sur le système de retraite je crois qu'on en avait parlé. Français. On en a parlé dans le cadre mauricien, en fait. Oui. Parce qu'à Maurice, ils ont complètement atomisé le truc. Ils ont reculé l'âge de la retraite de 5 ans. D'un coup, voilà. Ça a été, ils sont pas y allés de main morte. Oui. Mais ils sont efficaces. Alors, je sais que c'est une question philosophique, croire au système de retraite public ou pas, passer par d'autres moyens ou pas. Voilà, le système de retraite français ne tiendra pas. Donc, il faut pas être démagogique, il faut vraiment être concret. Là, on a fait une suspension. Pourquoi? Pour voter un budget. C'est pour ça. Et on a fait revenir Sébastien Lecornu. Pourquoi? Pour voter un budget. Enfin, tout ça, là, il nous faut un budget. Voilà. Là, c'est sauf qu'il peut, il nous faut un budget. Mais qu'est-ce qu'il en sera? En début 2026? J'en sais rien. Et cette réforme des retraites, pour moi, c'est un vrai sujet français. Il faut se ressaisir. Moi, je veux parler, peut-être, je sais pas, prendre l'opportunité de parler aujourd'hui aux gens de notre génération qui peuvent se trouver en France. Arrêtez de croire au système de retraite. Ne croyez pas qu'il va vous rester quelque chose quand vous partirez à la retraite. Je le dis vraiment, sincèrement, avec le cœur. J'ai vraiment envie que vous le réalisiez. Il faut pas croire que ce qui a été possible dans le passé 325 euros placés pendant 40 ans à 10% par an, tu sors avec 2 millions d'euros. En fait, 325 euros, c'est ce qu'on prend en moyenne sur un salaire de 3 000 euros. Et tu finis, t'as un salaire de 3 000 euros toute ta vie, tu finis pas avec 2 millions d'euros à la fin. Alors, il faut un système de retraite public, il faut quelque chose, un filet de sécurité, c'est essentiel. Mais est-ce que le système tel qu'il est conçu actuellement en France est tenable? Non, il l'a été pendant de nombreuses années, c'était formidable, et tant mieux pour nos aînés, mais il n'est pas tenable ad vitam aeternam. Pas comme ça. Pour des raisons démographiques essentiellement. Voilà. Le vieillissement de la population et l'effondrement de la natalité. Ouais. C'est des maths basiques. Sous Chirac, il y avait déjà ça. Il y avait des débats sous Chirac pour la retraite. N'importe quel enfant qui sait compter, il se rend bien compte que le système ne fonctionne pas.
Mais du coup, tu nous tends la perche quand même sur un message plus positif. Je crois que Simon, tu voulais amener après ces débats, ces discussions, une touche de positivisme, notamment sur peut-être le paradis bancaire français, l'investissement immobilier ou d'autres choses encore, qui peuvent sauver encore certains Français entreprenants qui comptent construire un avenir serein dans ce tumulte. Je crois que tu avais un message. Non, mais la France a des atouts multiples qu'elle peut jouer. Évidemment, c'est la deuxième surface maritime mondiale. C'est un paysage merveilleux, un potentiel touristique infini, une armée qui nous rend très fiers, un génie industriel, une production d'ingénieurs que de nombreux pays dans le monde nous envient, un patrimoine immobilier, architectural, historique, culturel indépassable. C'est une langue, c'est une agriculture qui est menacée par le Mercosur, mais qui, là encore, c'est une terre incroyablement fertile, la France, avec un savoir-faire paysan incroyable qui nous est acquis génération après génération par le labeur des agriculteurs. La France, s'il y a un pays qui peut pas désespérer, c'est la France. D'autant que c'est précisément face à l'abîme, dans les circonstances les plus difficiles, que quasiment systématiquement un grand personnage historique émerge. Jeanne d'Arc, De Gaulle, Bonaparte. T'y crois encore là à l'homme providentiel avec un grand H? Alors, le problème c'est que ça se décrète pas, ça se sécrète, un homme providentiel. Et là, encore une fois, c'est pas l'avocat qui s'exprime, c'est le citoyen passionné d'histoire, mais là, pour moi, c'est étroitement lié à la considération de la souveraineté. Un État, il est souverain ou il est vassal, il est debout ou il est couché. C'est binaire. On ne peut pas. Et je pense que c'est pour rebondir sur la question que tu me posais tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas sur la fin d'une époque? Pour moi, on est peut-être au point de rupture. C'est la fin d'une époque d'anormalité où ce que l'on pourrait appeler un extrême centre nous gouvernait de manière déplorable en termes d'explosion de la dette, de désindustrialisation, d'explosion de l'insécurité. Enfin, tout le monde le voit. Hein. Et je pense qu'il faut qu'on se pose véritablement la question de notre avenir, que l'on arrête définitivement. Je pense que maintenant, avec les photos de Trump en maître d'école face à tous ces chefs d'État comme des petits élèves alignés devant lui dans le bureau le bureau ovale, je pense qu'on peut définitivement arrêter d'utiliser ce slogan pathétique, on est plus fort à plusieurs, on n'est rien tout seul. Bon, on le voit, il y a le poids des images. On est évidemment plus fort quand on choisit nous-mêmes, quand on détermine nous-mêmes notre destin. Et moi, j'espère que si il y a peut-être du positif qui peut ressortir de cette crise, parce qu'il va falloir collectivement, en tant que peuple, qu'on se réveille et qu'on prenne des décisions, comme je le disais, face à l'abîme, parce qu'effectivement, il y a quand même un danger qui pèse sur la France, plusieurs dangers. Il va falloir qu'on s'interroge sur le destin collectif qu'on veut avoir et comment est-ce qu'on joue nos atouts et comment est-ce qu'on se saisit de nos opportunités. Et de mon point de vue de citoyen, très humblement, je considère que ça passe par un renforcement et une réappropriation de notre souveraineté. C'est fondamental. Après, c'est vraiment une considération très politique et très personnelle. Oui, j'entends. Mais j'en suis absolument convaincu. L'avenir de la France peut être radieux à condition qu'elle reprenne confiance en elle-même et qu'elle reprenne la maîtrise pleine et entière de son destin. Ça me paraît compliqué quand même. Pas se mentir. En fait, on a eu nos plus belles années. Il y a un nivellement global du monde politique qui est mauvais. Donc les Français deviennent aussi mauvais en termes de politique. Quand on voit 80% des gens qui sont pour la taxe Zuckman et qui l'ont même pas compris, qui savent pas ce que c'est. Donc là, en fait, on demande l'avis à des gens sur le truc où ils n'y connaissent rien. Qu'on voit l'état de la France avec le Covid, qui a été catastrophique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens étaient contents. En fait, c'est un problème d'éducation économique, même politique, qui est global. C'est à partir du moment où tu restes chez toi à rien faire et que tu fais tourner la planche à billets, il est évident que derrière, tu vas morfler fort.
Il n'y a jamais autant de dollars et d'euros. Qu'il t'en coûte. Voilà ça. Non, mais au niveau économique, faut pas être Zuckman pour comprendre que plus il y a de dollars et il y a d'euros sur le marché, plus les prix vont augmenter. Et c'est pas les riches qui morflent, c'est d'abord les pauvres. Donc en fait, il y a toujours cette idée court-termiste en France. Il n'y a pas de vision long terme, puisque les gens voient devant leur porte. C'est ça qui les importe. Et quand on prend l'exemple du système des retraites, j'ai envie de poser la question aux gens qui veulent continuer comme ça, mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Et on en est arrivé à ce que le Premier ministre fasse des concessions parce qu'une partie de l'hémicycle et donc des Français veut garder ce système de retraite. En fait, les gars, vous n'avez pas compris. Mais là, on en revient à la tambouille politicienne de la 4ème République. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la solution, elle vient d'un nouvel élan, si tant est que l'on respecte les institutions, dont le président est censé être le garant. C'est une élection présidentielle anticipée. Là, il y a un discrédit qui est total, excusez-moi, peu ou prou, du bilan présidentiel. Tu penses qu'un nouveau président peut changer les choses? En l'état de nos institutions, et si on respecte vraiment l'esprit de notre 5e République, la solution, elle doit venir de là, d'un véritable nouveau projet politique, avec une majorité à l'Assemblée nationale pour le mettre en œuvre. Ouais. Sinon, l'alternative, c'est quoi? C'est une dissolution tous les 3 mois, c'est un gouvernement qui tient 48 heures. Enfin, on a dépassé la 4ème République précisément pour ne plus en arriver là et pour rétablir un lien de confiance et une communication directe entre le chef d'État et le peuple, si possible par voie référendaire d'ailleurs. Tu vois, la 5ème République, elle ne fonctionne que quand les gens qui gouvernent aiment leur pays. Tu vois, ils sont vraiment convaincus. Mais les Français aiment leur pays. C'est juste qu'on les a tabassés. Les gens qui nous gouvernent. Les gens qui gouvernent, tu vois. Tu vois, les Français aiment leur pays, pour en désespérer. À quel niveau on est, tu vois. On prenait l'exemple dans un podcast qu'on a fait ce matin avec Darina. Tu prends n'importe quel vendeur ambulant à Maurice, il va mettre son drapeau mauricien. Il est fier d'être mauricien. Tu ne vois jamais ça en France. Et ça va pas changer. Parce que si tu fais ça, t'es mal vu. Donc dans la tête des gens, s'instaure cette idée de « Ah, pas trop quand même. On est français, mais oui, bon, voilà quoi, on fait attention. » Oui, mais ça aussi, c'est terminé. Le discours, moi j'ai été bercé, je suis né dans les années 90, en 93. Évidemment, moi je l'ai entendu, ce discours, même à l'école publique. On avait des débats en cours d'éducation civique pour savoir si la Marseillaise était raciste ou pas. Enfin, ça, c'est terminé, cette époque-là. Je veux dire, j'espère qu'on est quand même passé à autre chose. C'est de pire en pire. Hein. C'est pire en pire. Ouais. Toi, t'es un optimiste parce que t'aimes la France. Mais non, mais pour moi, c'est. Après, t'es en France. C'est ça. C'est le mieux placé aussi, peut-être, pour le constater, je sais pas, mais. Écoutez les amis, moi je veux rester positif et je crois que c'est dans les périodes de difficultés les plus graves que... Si tu mets un nouveau président, quand tu vois l'ensemble de l'administration, de toute façon qui ne fera jamais le jeu, tu mets un président qui est même pas dans l'hémicycle, tu vois, qui est en dehors, qui prend toutes les mesures nécessaires pour redresser un pays. Donc en gros, ceux qui branlent rien, administration, ça dégage. Tu baisses les impôts, tu bloques une partie de l'immigration, c'est-à-dire que tu mets que des gens dont on a besoin pour travailler. Et tu baisses les impôts pour relancer l'économie. Mon gars, tu veux faire ça? T'as même tout l'hémicycle avec toi. C'est impossible à mettre en place parce que sur le terrain, ils ne voudront pas le faire. Bon, c'est un vrai sujet. C'est vrai que la République française ne semble pas avoir aboli les privilèges, mais semble les avoir redistribués par voie de concours. Et donc, il y a une forme, effectivement, d'élite, appelons-la comme ça, pour ne pas parler de caste, qui bouffe sur le dos de la bête et qui d'ailleurs est un peu en train de se demander mais est-ce que vraiment Macron va casser la machine à gamelle? Il est fou celui-là, ça marchait bien pour nous. Donc on sent aussi qu'il y a parmi les seconds couteaux, ceux dont les dents sont tellement longues qu'elles rayent le parquet, un certain nombre de retournements de veste. Quand on entend Gabriel Attal qui doit absolument tout au Premier ministre, au président de la République, qu'il a lui-même nommé comme Premier ministre bien sûr, se retourner contre lui, on sent que certaines loyautés il n'est pas le seul, non mais franchement ces mecs sont des pitres. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on sent dans le discours ambiant, y compris parmi cette haute administration et je dirais en fait ceux qui dans l'hémicycle ou ailleurs incarnent ce système de perte de souveraineté, ce système où fondamentalement on ne sert pas son pays mais on s'en sert
C'est ça la vérité. On sent qu'il y a une petite panique quand même, parce que la soupe était bonne, mais je ne sais pas s'il en restera beaucoup si on continue si on maintient cette forme d'instabilité politique digne de la 4ème République. En tout cas, Louis XX, il a commencé à sortir de... parce qu'il faut dire que la France n'a jamais été très grande sous la République. Le retour de la République, c'est suite à la défaite contre la Prusse, et c'est von Bismarck, le chancelier allemand, qui s'est dit putain, il faut arrêter de mettre un leader à la tête de ce pays, parce que c'est notre principal rival, la France. Instaurons la République. Et c'est comme ça qu'on n'a pas quitté la République. On n'a pas attendu Sedan pour instaurer la République tout de même. Avant, c'était la première, la deuxième, ça a giclé aussi rapidement que c'est arrivé. Oui, dans la des troisième, c'est installé. C'est vrai. La 4e, c'était nimp. Et la 5e, c'était bien avant l'arrivée, en fait, de la communication globale d'Internet, et de cette rapidité, en fait, d'échange. La 5e République ne fonctionne absolument plus dans l'état actuel. En fait, la 5e République, elle est confrontée à un paradoxe aujourd'hui, c'est que c'est un régime qui a fondamentalement été instauré pour, 1, rétablir la souveraineté française, et 2, rétablir le dialogue direct entre un homme et son peuple, pour éviter la tambouille politicienne de la 4ème République. Ce système-là ne peut évidemment pas fonctionner quand il est détourné, et que il devient l'instrument privilégié d'une élite politique, dont un certain Nicolas Sarkozy, qui a trahi le référendum tout de même de 2005, et imposé cette forfaiture de l'adoption du traité de Lisbonne par voie parlementaire, alors qu'il avait été strictement rejeté par le peuple souverain. En fait, c'est pas, on n'arrive pas au terme de la 5e République. On arrive au terme du dévoiement de la 5e République. Elle ne peut pas subsister dans ce paradoxe qui consiste à orienter le pays vers une perte de souveraineté alors que le régime est fait pour la rétablir. C'est ce paradoxe-là qu'il va falloir dépasser si on souhaite maintenir la 5e République et retrouver une forme de stabilité politique. Moi, je pense que le plus gros problème de la France, c'est le suffrage universel. Non, mais je rigole pas. La France n'a jamais été aussi faible que sous le suffrage universel. Parce que tu penses que pendant le suffrage censitaire, ça allait beaucoup mieux Quand tu vois que les gens ont élu un président et que 3 mois plus tard, ils sont dans la rue, qu'ils sont pas contents. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a un problème. Ça, c'est pas le suffrage universel, ça c'est la démocratie de marché et d'opinion, c'est peut-être l'accès à la parole médiatique, c'est le traitement médiatique des candidats. Ça reste le suffrage universel, direct. Non, le suffrage universel, il s'accompagne d'un certain nombre de garanties. C'est-à-dire que ça suppose qu'une catégorie professionnelle, en particulier la journalistique, se soumette elle-même et respecte une déontologie extrêmement ferme, et qui ait un vrai accès à l'information et une vraie éducation par la confrontation juste, au sens grec du terme, et une liberté d'accès à la parole politique qui soit garantie dans l'espace médiatique. Mais c'est pas le suffrage universel, c'est la présélection des candidats, dont Emmanuel Macron est candidat à l'élection, ou la présélection des gens qui vont participer au suffrage universel. La présélection financière et médiatique des candidats qui sont susceptibles ensuite non seulement de se présenter à l'élection présidentielle et d'obtenir les parrainages, mais surtout d'être élus par le biais des sondages, par l'inégalité du traitement médiatique, par le discrédit qui est jeté contre certains candidats, par le fait de ne pas permettre à certaines idées. Les costumes de François Fillon. Il a sauté comme ça. François Fillon. Oui. C'est ça. C'est vrai. Procédé médiatique sa femme avait fait quand même, il a fait le con quand même. Mais fictif, il y a eu. Oui, mais c'est les costumes qui l'ont mis dedans finalement. Au début, je crois, ouais. Ce qui est quand même choquant dans l'affaire Fillon, c'est la porosité de l'instruction par rapport aux journaux et notamment à Mediapart. C'est-à-dire que ça, c'est vrai. Normalement, l'instruction, elle est couverte par le secret de l'instruction. Donc, il est anormal qu'en pleine campagne présidentielle, que les faits soient avérés ou non, qu'il ait été condamné ou non, indépendamment de la gravité des faits, là, non seulement il bénéficiait pleinement de la présomption d'innocence, mais il n'avait même pas encore été jugé, il n'avait même pas encore pu faire valoir sa défense. Pourtant, des éléments qui étaient couverts par le secret de l'instruction fuitaient dans la presse sous 48 heures. Ça, c'est anormal. Ça, c'est anormal. Et là, effectivement, il y a une certaine forme d'atteinte que l'on peut critiquer à la séparation des pouvoirs, puisque on vient brouiller les pistes et des affaires judiciaires viennent s'immiscer dans la campagne présidentielle, alors même qu'il y a
aucun jugement qui a encore été rendu. Mais c'est là où je rejoins Fabien dans son analyse, c'est que je pense qu'effectivement la 5e République n'est plus adaptée à nos méthodes de communication, puisque là déjà on pouvait dire qu'à l'époque il y avait cette fameuse porosité entre les médias, le secret d'instruction, etc. Donc on avait des choses, voilà. Là, on est aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est dans une telle immédiateté, dans une telle déformation de la réalité et de tout ce qui suit les mouvements politiques, que en fait le logiciel est plus adapté. Le logiciel n'est plus adapté. En fait, comment tu veux combattre des mecs qui sortent, ils font des stories, t'as des budgets pubs que tu peux mettre de manière illimitée pour influencer tu vois les masses. Le Covid pour moi on est l'exemple suprême. On a verrouillé les opinions divergentes. Il était impossible d'émettre un doute sur le confinement, impossible d'émettre un doute sur les vaccins, impossible d'émettre le moindre contre-opinion sans être mis au bagne, vraiment, social. Et donc, en fait, on a une République qui n'est plus adaptée. Le logiciel 5e République n'est plus adapté aux méthodes d'ultra-communication aujourd'hui parce qu'on peut forger l'opinion d'une manière tellement facile. Et d'ailleurs, on peut le voir aussi avec tes explications sur les 400 pages Sarkozy, son jugement. On n'a jamais eu les éléments que tu apportes aujourd'hui. On ne les a jamais eus sur aucun plateau de médias traditionnels, ni même, je crois, dans aucune émission de podcast ou sur n'importe quelle story Instagram. Donc, est-ce que ça, c'est une crise de régime ou c'est visiblement la nécessité de réformer et de mieux encadrer pour garantir la pluralité d'opinion, pour faire en sorte que la déontologie journalistique soit véritablement appliquée. Comme le service public. Oui, tout à fait, comme France Télévisions, par exemple. C'est totalement humain, en fait. Ce sont des rapports émotionnels. Il n'y a pas de logique dans l'humain. Tu vois, tout à l'heure, quand tu as pris l'exemple des 400 pages qui ont été écrits, je suis sûr que tu mets des magistrats pro-Sarkozy, les 400 pages, elles sont différentes. Avec la même analyse, avec le même constat, ça change. Et dans notre tête, ça va créer des biais. Donc, à partir du moment où quand tu avais en Grèce antique ou sous Rome un suffrage, une démocratie qui était d'une petite poignée d'hommes qui pouvaient voter, là, tu as des politiciens entre eux. Sauf qu'aujourd'hui, tu as la même chose au niveau d'un État. Je sais plus combien on est d'électeurs, peut-être 30 millions d'électeurs. Au niveau de 30 millions d'électeurs, en fait, tu fais cette même manipulation. Donc, tu n'auras jamais de déontologie parce que, en fait, pour montrer que t'es le meilleur, t'es prêt à prouver c'est plus facile de prouver à 15 millions de personnes que t'es le meilleur poulain qu'à une dizaine qui sont intelligents. C'est de l'émotionnel. Donc pour moi, le système de la France... La dizaine de super électeurs très intelligents, eux, ils sont particulièrement poreux et susceptibles d'être corrompus. Exactement. Et donc, comme disait Churchill, la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Je suis pas convaincu que dans le système ultra censitaire, où seuls les ultra riches auraient le pouvoir, que nous en serions mieux traités. Ça, je suis pas convaincu du tout. Ça en vient pour moi au truc que peu de gens adhèrent. C'est le meilleur fonctionnement démocratique qu'on a jamais testé nulle part. C'est un truc de Étienne Chouard. Ah oui. C'est en fait c'est comme pour aux assises. En fait, les jurés sont tirés au sort. Et donc, tu es obligé d'y être. Si tu veux un État qui fonctionne, tu tires au sort dans la société des personnes qui vont avoir les pouvoirs. Évidemment, tu les formes avec des experts indépendants. Et là, tu arrives au meilleur de la société. Alors, que ça s'envisage. Ou alors, c'est Louis XX. Tu choisis. C'est Louis XX. Ça passe pour tout le monde. Non, mais ça s'envisage, à mon sens, peut-être au sein de certaines institutions. Ça peut s'envisager dans le cadre d'une réforme du Sénat. Ça peut être un mode de participation au processus législatif, par exemple. Mais ça suppose, mais ne fût-ce qu'en termes d'efficacité, au préalable, que la France retrouve sa souveraineté. Parce que si 60 à 70% des lois qui sont adoptées par ton Parlement sont des simples transpositions de directives européennes, si ta politique commerciale est choisie à la commission composée de gens non élus et non révocables, si la monnaie est déterminée à Francfort et j'en passe, oui. Et je veux dire, ton tirage au sort, ce sera simplement choisir qui sera compétent pour voter des lois qui auront été déterminées ailleurs. Parce que justement, excuse-moi Théo, si tu fais un tirage au sort et que les gens, tu les formes, tu leur expliques intelligemment, et n'importe qui, que ce soit une femme de ménage ou un PDG, peu importe, les gens vont prendre des décisions qui leur semblent justes, à condition de savoir.
Et à partir du moment où tu sais, où tu as les cartes en main, tu commences à comprendre que l'Europe, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue sur les 30 dernières années. Tu vois. Donc, mais il faut être formé pour ça, il faut le comprendre. Alors que, en fait, tu vas voter, n'importe qui vote, sans ne rien comprendre, sans ne rien connaître, et en ne s'y intéressant à peine. C'est-à-dire quand tu vois le nombre d'abstentions sur certaines élections, et en fait, on voit que les gens vont voter juste parce que c'est émotionnel. Parce qu'il y a un moment, il faut faire barrage, parce que c'est le moment. Tu vois, il y a des élections, je ne sais plus lesquelles, où il y avait des taux d'abstention, je crois, de 175%. Et puis c'est une forme de dessaisissement. On vote une fois tous les 5 ans, et puis après, on retourne à nos activités. Ouais. Il est nécessaire. On a un folklore autour de la présidentielle. Plus actif, plus régulièrement. Sous la Ve République, on a toujours creusé plus profond. Il n'y a aucun grand leader de la Ve République qui sort du lot. Parce qu'on creuse, on creuse, on creuse. Donc le prochain qui sera élu en 2027, il va creuser. Il n'a pas le choix. C'est vrai. Ça dépendra de qui. Quand on parle de souveraineté ou de politique politicienne, le problème, c'est défendre l'intérêt du pays. On en revient là, en fait. Et je ne sais pas si un des grands électeurs défendrait mieux l'intérêt du pays que tout le monde, que le suffrage universel. C'est peut-être le moins pire des régimes. C'est ça. Le moins pire. Mais c'est vraiment, on se ramène vraiment à défendre l'intérêt, en fait, de notre intérêt. Et c'est ça. Il est le mieux placé pour défendre son propre intérêt, oui, tout à fait. Ça, c'est la souveraineté. C'était sur TV Liberté, là. Il y avait une vidéo avec le gars qui avait des trucs de Napoléon. Où il y avait Pierre qui était là. Et comment il s'appelle? Oui, son nom m'échappe. Chalençon. Moi, je ne connaissais pas Chalençon. Il est très rigolo d'ailleurs, très stylé avec tous ces trucs de Napoléon. Le gars, il connaît tout le monde chez les politiques. Donc il y a à la maison, il y a le mec de gauche qui vient manger. Le lendemain, c'est le mec de droite. Après, c'est le mec du centre. On va se faire une petite sortie avec tous les copains. En fait, on voit qu'on est dans un théâtre qui est monumental et que ces gens n'en ont rien à faire de la France. Ils vont, dès que la caméra est allumée, c'est oula. Attention, nous, on est adversaires. Oui, c'est vrai, on est adversaires tous les deux, tu vois. Et après, quand la caméra est éteinte, c'est vas-y, on se fait un bisou, on se respecte, c'est génial. Et ça ne va pas dans l'intérêt de la France, ça va uniquement dans les intérêts de ces personnes-là. Et ça, pour moi, ça doit cesser. Il y a un bouquin qui avait été écrit il y a quelques années, je crois, il faudrait retrouver le titre, mais je crois que il s'intitulait Circus Politicus ou quelque chose comme ça, et qui décrivait très bien justement les rouages de ce système où il y avait une façade médiatique. Mais encore une fois, en l'absence de souveraineté, où fondamentalement, sur le dur des sujets, il y avait plutôt un accord et une continuité. Et on le voit d'ailleurs, depuis les années Sarkozy, jusque maintenant la fin du second mandat Macron, fondamentalement, sur les grands sujets, il y a une continuité. Oui. En attendant de sauvegarder la souveraineté de la France, certains choisissent leur propre souveraineté et celle de leur famille en choisissant la voie de l'expatriation. Je replace le débat sur notre sujet de sortie. Ceux qui ne croient pas encore au grand retour de la France sur la scène et à un dénouement positif ont fait le choix, comme moi il y a maintenant 9 ans, Fabien 2 ans, de s'expatrier, d'aller vivre ailleurs. Est-ce que vous observez une augmentation des demandes de départ, d'expatriation près de votre cabinet depuis maintenant 1 an qu'on se côtoie avec les multiples crises? Significative. Oula, ça veut dire... les clients poussent la porte. Presque. Oui, on n'en est pas loin. Oui, presque. Faites la queue, monsieur. En fait, vous avez un impresario gratuit, quoi. En la personne d'Emmanuel Macron, c'est quand même génial. Je veux pas qu'on vienne dire qu'on prêche pour notre paroisse. Je veux être très clair. Je pousse pas les gens à partir. Moi, je suis parti parce que j'ai plein de raisons de partir. J'ai un couple multiculturel, un enfant franco-mauricien, etc. Je suis moi-même franco-mauricien, bref. Donc, je pousse pas les gens à partir, mais je constate. Ouais. Et il est vrai que dans notre clientèle, il y a une augmentation significative du nombre de départs. Et ça, on le constate, je disais ça un peu en rigolant il y a quelques jours, j'ai l'impression des fois d'être presque une étude notariale, c'est-à-dire que les clients poussent la porte presque, sans avoir vraiment besoin de me signaler. C'est assez étonnant, et les raisons qui poussent les gens au départ ont changé aussi, et ça on l'a constaté. Et moi ça m'inquiète. Moi ça m'inquiète parce que pour moi ça traduit quelque chose qui se passe en France. Il y a quelques années,
Les raisons pour venir à Maurice, c'était le soleil, la météo et la fiscalité. Ok. Bon. Maintenant, on parle vraiment pas de fiscalité en fait. Ça devient vraiment un sujet. Bon, maître, on va parler de la fiscalité, mais c'est pour être conforme. Voilà, je cherche pas l'optimisation. Ouais. Ce que je veux, c'est la sécurité, c'est les enfants, c'est l'éducation, c'est ce genre de sujets qui viennent. Et je sens que ça, je le sens vraiment aussi auprès des clients, que ça, ils sont pris aux tripes quand ils viennent nous parler de ça. Et ça, pour moi, c'est important de le dire. C'est que il se passe quelque chose. Je sais pas si on s'en rend compte depuis la France. Moi, je m'en rends compte depuis l'étranger. Donc forcément, on discute beaucoup entre Français qui se trouvent ici, entre agents immobiliers, entre professionnels du droit, entre conseillers en investissement, conseillers en gestion de patrimoine, bref, un peu tout cet écosystème de professionnels qu'on a ici. On a tous le même constat. Et on voit beaucoup de Français qui cherchent non plus à partir ou à forcément choisir Maurice comme un pays en se disant on va venir à Maurice parce que Maurice... Non, il fuit en fait. Ouais, c'est ça qui est terrible. Et c'est ça que je trouve terrible. Ouais. C'est que j'ai presque des gens... Un truc qui m'a beaucoup choqué. Il y a des gens qui me contactent pour venir s'expatrier à Maurice alors qu'ils ne sont jamais venus à Maurice. Ouais. Et moi, je trouve ça complètement fou. Excusez-moi, pour ces gens-là, mais je trouve ça incroyable qu'on en vienne à considérer de s'expatrier avec toute sa famille dans un pays où on n'est jamais allé. Après, parce qu'on cherche à partir. La situation extrême. Bon, après, vu qu'ils savent qu'il y a beaucoup de Français à Maurice, ils se disent que c'est aussi un bon endroit. Même sans être venu, voilà, ça rentre aussi en ligne de compte. C'est ça. Mais ils viennent chercher une quiétude qu'ils n'ont plus en France, et notamment pour les entrepreneurs. Ouais. Hier, je parlais avec un entrepreneur qui a investi à Maurice il y a 10 ans, qui a une 60aine d'années. Bon, il est rincé, hein. Il a très bien gagné sa vie. Il est venu investir il y a 10 ans, et il a des magasins physiques. Donc il dit avec toutes les normes qu'il y a, le mec de l'hygiène, de la sécurité, de tous les trucs, donc il y a tout le temps des gars qui viennent vérifier. Tu gagnes de l'argent, après en plus on t'aime pas pour ça parce que tu gagnes de l'argent, t'es trop riche, donc déjà on t'aime pas. Tu as aussi le problème de la fiscalité, donc tu te fais éclater en impôts, et au lieu de te dire merci, il y a le fisc qui va venir te voir en permanence si t'as pas oublié un petit truc. En face, tu te dis bon, si j'ai l'éducation et la sécurité, ça passe. T'as plus l'éducation, t'as plus la sécurité. Bah en fait, quand tu as de l'argent en France et que tu es un minimum mobile, bah tu regardes forcément à l'extérieur. Bah c'est ça, c'est qu'on est en 2025. Et oui. Il n'est pas difficile de bouger. On n'a pas les mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un peu de famille qui reste en France, bon bah il y a WhatsApp. Oui. Décalage horaire, business en ligne, bon vous connaissez bien ça. On n'est plus du tout dans les mêmes conditions qu'il y a quelques années. Et si le pays devient difficile à vivre, bah les gens partent. Et ça, je vous garantis que c'est une réalité. Oui, il y a Éric Larchevêque qui a fait plusieurs vidéos suite à la proposition de la taxe Zuckman. Et il a fait beaucoup de pédagogie, il a fait preuve de beaucoup de patience. Et il disait quelque chose, c'est que pour l'instant, on entend dire, bon, certes, il y a des millionnaires qui partent, mais pas tant que ça. Enfin, il y en a pas mal, mais pas tant que ça au final. Il y a encore de la marge par rapport au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'est c'est une saignée. Oui. Là, on n'y est pas encore. Mais ce qu'il dit très justement, et moi j'en ai la preuve partout, c'est tous ceux qui sont devenus millionnaires plus tard, après avoir quitté la France. Et tous ces entreprises millionnaires qui gèrent des millions, qui n'ont jamais été créées en France, parce que tout le monde, ces personnes-là sont parties avant. Et ça, on le voit pas. Ça rentre pas dans le calcul. Parce qu'ils n'ont pas établi leur première société, ils n'ont pas fait leurs premiers gains les plus importants. En France, ils étaient déjà partis avant. J'en fais partie. Vous voulez de la rentrée fiscale facile, faites revenir ces gens-là. Oui, mais je veux pas revenir. Mais il faut que les impôts. Pourquoi est-ce que tu voudrais que je revienne? Mais plutôt que d'inventer de nouveaux impôts. Je suis 100% d'accord avec toi. Et ma réponse est, puisque je fais partie de ces gens-là, et j'en connais beaucoup, pourquoi est-ce que je reviendrais? La baguette est bonne, certes, mais elle me suffit en vacances. Pourquoi je vais enlever mes enfants du soleil, de la plage, de la bienveillance, de la sécurité, pour les remettre là-dedans en payant 4 fois plus d'impôts et en étant traité de voleur? Quel est mon intérêt? Je veux dire, je n'ai aucun intérêt à revenir, absolument aucun. La question se pose j'aime mon pays. La question se pose de plus en plus, c'est que même s'ils baissent les impôts,
Quand t'as goûté, tu vois, à une vie différente et la tranquillité Maurice et dans d'autres pays, et à un moment, même si on baisse les impôts au même niveau qu'à Maurice, que se pose la question de dire est-ce que on rentre en France? Vraiment. Je fais une annonce, c'est que si on passe l'IS en France à 15%, je ne reviens pas. Parce que beaucoup, non mais c'est vrai, les gens, non mais vous pouvez enregistrer. C'est noté. Non mais vous pouvez enregistrer parce qu'on est plus dans un débat fiscal. On parle plus d'argent. Ben oui. C'est qu'est-ce que j'ai à gagner. Sécurité. Est-ce que je vais aller mes enfants, ma fille prendre le RER le vendredi soir ou le samedi soir en sortie de bar ou de boîte de nuit en région parisienne? C'est quoi mon intérêt? Tu sais, excuse-moi, je le déplore beaucoup parce que j'aimerais sincèrement que les gens restent en France ou reviennent. Et je prends mon cas personnel, je le disais tout à l'heure, je suis franco-mauricien. Quand je suis parti m'installer définitivement à Maurice, le projet avec ma femme, c'était de faire une majorité de temps sur Maurice, mais de rentrer 3-4 mois par an en France. Le projet est en train de changer. Ouais. Et c'est pas la fiscalité, c'est l'ambiance générale, c'est tout ce qui se passe, enfin tout ce qu'on peut évoquer. Voilà. Donc je le déplore à titre personnel, mais je le déplore pour la France. Oui, bien sûr. C'est un constat déplorable. Oui, ça crève le cœur, quand même. Non, mais justement, on fait bouillir Simon depuis tout à l'heure, parce que toi, tu n'as pas de projet de départ pour le moment. Il faut bien le moment. Non, je confirme, je n'ai pas de projet de départ. Pour le moment. Dans une très belle ville écologiste qu'est Bordeaux. Non, mais Bordeaux, c'est magnifique. Franchement, c'est super. Non, Bordeaux, c'est magnifique. Tu peux t'arrêter là, mettre un point à la fin de ta phrase. Non, mais c'est vrai, mais c'est un crève-cœur, hein. Je dis pas ça en étant fier, en disant, moi, j'ai tout compris, je suis parti, je reviendrai jamais. C'est juste, en fait, le deuil est fait. Non, et puis c'est pas un discours fondamentalement politique. Ce que nous disent nos clients, effectivement, pour beaucoup d'entre eux, c'est qu'ils ne reconnaissent pas le pays dans lequel ils ont grandi et qu'ils ne souhaitent pas y faire grandir leurs propres enfants maintenant, en considération de la hausse de l'insécurité, de l'instabilité économique et fiscale et du marasme ambiant en termes de mentalité et de confiance dans l'avenir. Et ce sont des personnes de tous horizons, de toute sensibilité politique. C'est absolument pas un discours particulièrement conservateur ou d'extrême droite, que sais-je encore. C'est simplement des considérations concrètes. Quel est mon intérêt fondamental? Comme tu le disais très bien tout à l'heure, malheureusement la multiplication ce que l'on appelle des faits divers, ce qui ne sont pas des faits divers pour moi, ce qui sont des crimes et des délits. Effectivement, ce sont des considérations pragmatiques, familiales, qui poussent ces personnes à s'expatrier. Et ça n'a rien à voir avec des considérations, enfin, des convictions ou une idéologie politique particulière. On s'expatrie pas parce qu'on a une idéologie politique. On s'expatrie parce qu'on aime le pays d'accueil et parce qu'on ne trouve plus sa place dans le pays d'origine. Je vous rassure que j'ai parmi mes connaissances et nos clients des gens de droite, des gens de gauche, des gens de centre qui sont expatriés pour les raisons qu'on évoque. Oui, bien sûr. Et donc ce que tu dis, Simon, c'est ça, c'est moi je ne trouve plus ma place en France. Je ne trouve plus ma place en France. C'est vrai. Mon beau-père, il a acheté un camping-car, un beau camping-car. Il l'a mis dans un garage camping-car, tu vois, sous abri. Il va le récupérer un matin, entièrement désossé. Plus de porte, plus de moteur, plus de capot, entièrement désossé. En France. Voilà. T'imagines? C'est lunaire. Est-ce qu'on pourrait finir avec une parole positive? Parce que en fait, là, on a fait. Bon, c'était le jeu de l'épisode, le grand bazar français, pour pas dire un autre mot, avec qui commence aussi par un B. Bordel. Le grand bordel français. Tu m'ôtes les mots de la bouche. On a parlé de fiscalité, on a parlé de politique, on a parlé d'histoire, on a parlé d'expatriation. Est-ce que vous avez un mot pour ceux qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, qui sont investisseurs et qui ont envie d'y croire, qui ont envie de construire quelque chose? Ça, avec le regard de pitié, ça va pas fonctionner. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour prendre un rendez-vous avec nous. Simon est arrivé dans cette salle, il a dit, moi messieurs, j'en ai marre, j'ai envie d'apporter du positif. Quelqu'un qui voudrait investir en France? Ce qu'on peut donner comme argument et comme message de fin.
D'abord, la France, c'est un pays formidable. C'est, comme je le disais, un potentiel, notamment dans certains secteurs, notamment touristiques, quasiment infini. C'est un réseau d'infrastructures particulièrement qualitatif. C'est encore aujourd'hui un niveau de formation générale et un monde académique. Ce sont de très bonnes écoles de commerce, d'excellentes facultés. Par exemple, les facultés de médecine que le monde entier nous envie. Encore une fois, c'est une richesse et c'est un patrimoine culturel inépuisable. Ce que je dirais, c'est il faut être lucide, il faut ne pas se bercer d'illusions, comprendre à quelles difficultés on s'expose quand on est entrepreneur et quel est le contexte effectivement dans lequel on va évoluer. Et c'est se battre au quotidien, y croire et vraiment profiter de l'aventure parce que toute aventure entrepreneuriale est palpitante. Merci Simon. C'est beau, on a envie d'y croire. J'ai envie de signer là. Non, comment s'appelle ce pays ? Moi, je suis trop jeune pour être cynique. Il y a rien de plus moche qu'un jeune cynique et désespéré. Oui, je vis en France, j'ai pas le choix je peux pas me permettre le luxe de la négativité. C'est vrai. J'ai pas envie d'être un jeune cynique, c'est morbide ça. Ouais, c'est vrai. C'est très bien résumé. Je suis pour l'espoir, mais je pense que la France est un grand pays qui aura de la ressource, mais là où je suis peut-être pessimiste, c'est sur le court terme. C'est pas pour demain. Voilà, je pense qu'effectivement, on vit là on est dans une saison, une mauvaise saison, tu vois. En plein hiver, là. Ouais, là, en plein hiver, là. C'est effectivement, on est en plein hiver, donc c'est vrai qu'à court terme, on peut se poser des questions sur la viabilité du projet français. Mais en cas de projet mauricien, vous pouvez contacter Maître Théo Le Floïc et même Maître Simon de Seninck sur travaille sur d'autres destinations avec vos clients. Si jamais l'aventure tropicale vous tente. On se bat aussi pour ceux qui restent. Oui, au niveau judiciaire, au niveau du conseil juridique. Voilà. Évidemment, on accompagne les Français qui ont des projets en France, qui y croient. Et Dieu merci, il y en a qui montent de magnifiques sociétés. Il y a de beaux projets, toujours. Il y en aura toujours. Il faut. Messieurs, merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce beau débat. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Très vite. Merci.